Josephine Braddock est tombée à genoux dans la neige devant le magasin. Elle a ramassé les pains que Virgil Bellum venait de jeter de son porche. Ses 4 enfants se tenaient derrière elle et regardaient. Toute la rue regardait. « Je vous l'avais dit », a dit Bellum depuis le seuil de sa porte. « L'hôtel n'a plus besoin de votre pain et je n'ai pas besoin de vos affaires. » Son fils de 7 ans a murmuré. « Maman, pourquoi est-il méchant avec nous ?» Josie n'a pas répondu. Elle a simplement ramassé chaque pain et enlevé la terre et s'est relevée. Si vous regardez cette vidéo de n'importe où dans le monde, écrivez le nom de votre ville dans les commentaires. Je veux voir jusqu'où l'histoire de Josie voyagera. Abonnez-vous et restez avec moi jusqu'à la toute fin. On l'appelait la grosse veuve de Garrison Road. Pas en face, jamais en face. Mais Josephine Braddock l'entendait dans le silence entre les mots, dans le vide où la gentillesse aurait dû se trouver. Pourquoi elle se tenait dans la rue gelée, le pain dans les bras et de la terre sur les genoux. Ses 4 enfants se serraient derrière elle. C'était comme un mur qu'elle avait bâti de son propre corps. Les pains étaient froids maintenant. La neige imbibait sa jupe. Et Virgil Bellum fermait déjà sa porte. Maman. C'était Clara, son aînée, 14 ans et vive comme une lame. On y va dans 1 minute. Maman, les gens nous regardent. Laisse-les regarder. Josie a nettoyé le dernier pain et l'a mis dans le panier. Ses mains ne tremblaient pas. Elle ne leur permettrait pas de trembler. Pas ici. Pas devant ses enfants. Pas devant cette ville qui prenait son pain quand ça l'arrangeait et qui le lui jetait à la figure quand ce n'était plus le cas. Sam a pris le panier avant qu'elle ne puisse l'attraper, 12 ans, et il portait déjà des fardeaux qui ne devraient jamais appartenir à un garçon de son âge. Il n'a pas dit un mot. Il l'a juste soulevé et a marché vers le chariot. Son dos maigre était droit, sa mâchoire serrée. Ruth tenait la main d'Eli. Tous les deux étaient silencieux. Tous les deux regardaient leur mère avec cette immobilité particulière. Celle des enfants qui ont appris très tôt que le monde peut devenir cruel sans prévenir. Josie s'est relevée. Ses genoux lui faisaient mal, son visage la brûlait. Mais elle a regardé droit devant elle et a marché. Madame Braddock. La voix venait de derrière elle, douce et sans hâte. Tom Hawthorne est descendu du trottoir en bois, son chapeau à la main. Son sourire était prudent et étudié. Il possédait le ranch au sud de la ville. Il élevait 60 têtes de bétail et était veuf depuis 2 ans. Ce que Bellum a fait est une honte. Oui, ça l'était. Une femme dans votre situation ne devrait pas avoir à subir ce genre de traitement. Josie s'est arrêtée de marcher. Elle connaissait ce ton. Elle l'avait entendu de la part d'Howard au début. Avant le whisky, avant les coups. C'était la voix d'un homme qui évalue ce qu'une femme peut faire pour lui. Ma situation va très bien, Monsieur Hawthorne. Je disais juste. Il s'est mis à marcher à côté d'elle, en baissant la voix. Une femme seule avec 4 enfants. Plus de revenus stables maintenant que l'hôtel vous a laissé tomber. L'hiver qui approche s'annonce rude. C'est une situation difficile pour n'importe qui, et encore plus, il a fait un vague geste vers elle, un mouvement qui englobait tout. Sa corpulence, sa robe usée, ses genoux tachés de boue. Encore plus quoi. Il a eu la décence de paraître mal à l'aise. Je ne voulais pas vous offenser. Alors terminez votre phrase. Il ne l'a pas fait. Il a juste touché son chapeau et a reculé. Mais ses yeux se sont attardés sur elle, comme les yeux d'un homme s'attardent sur un cheval de trait, calculant la quantité de travail qu'il peut fournir avant de s'effondrer. Josie a chargé les enfants dans le chariot et est rentrée chez elle sans parler. Clara était assise, rigide à côté d'elle. Une fureur émanait d'elle comme la chaleur d'un poêle. « Il veut t'épouser », a dit Clara d'un ton sec quand ils furent hors de portée de voix. « Il veut une cuisinière et une gouvernante. C'est la même chose pour les hommes comme lui. » Clara, « C'est vrai, maman, et tu le sais. » Josie le savait. Elle avait épousé un homme qui la voyait comme utile plutôt que comme aimée. Et elle l'avait enterré avec des bleus encore jaunes sur ses bras. Elle ne recommencerait pas. Pas pour la sécurité, pas pour la respectabilité, pas pour quoi que ce soit. Nous trouverons un autre acheteur pour le pain, a-t-elle dit. Comment? Bellum était le seul magasin. L'hôtel était notre plus grosse commande. Madame Garrett a dit à tout le monde en ville que tu n'es pas fiable. Alors je vendrai à Billings. Billings est à 40 miles. Je sais à quelle distance se trouve Billings. Maman. La voix de Clara s'est légèrement brisée. La lame montrait son fil mince. Qu'est-ce qu'on va faire? Josie a serré les rênes plus fort. Elle n'avait pas de réponse. Elle avait assez de farine pour peut-être 2 semaines de cuisson,
Assez d'argent pour un mois de provision de plus si elle étirait chaque centime. Après ça, les calculs ne fonctionnaient plus. On trouvera une solution, a-t-elle dit. On en trouve toujours. Ce n'est pas une réponse. C'est la seule que j'ai pour l'instant. Ils ont fait le reste du chemin en silence. Sam était assis à l'arrière du chariot avec Ruth et Eli. Son bras entourait sa petite sœur, son visage tourné vers le ciel qui s'assombrissait. Ruth n'avait pas parlé depuis le magasin. Elle avait enroulé ses bras autour d'elle-même et s'était réfugiée à l'intérieur, comme elle le faisait toujours quand le monde devenait bruyant et effrayant. Eli s'appuyait contre l'épaule de Sam. Son cheval de bois était serré dans une main. Il était trop jeune pour comprendre pleinement ce qui s'était passé, mais assez vieux pour savoir que c'était grave. La maison était une cabane de 2 pièces au bout de Garrison Road, là où la ville s'arrêtait et où la campagne prenait le relais. Josie l'avait achetée avec le reste de l'argent d'Howard, le peu qui restait d'après le paiement de ses dettes de boisson. C'était petit mais propre, avec un bon poêle, un toit solide. Et le lopin de terre qu'elle avait fait produire à force d'obstination. Elle a fait rentrer les enfants, a allumé le poêle, a commencé le souper. Des haricots encore, des haricots et du pain. Au moins, ils en avaient en abondance maintenant que personne d'autre n'en voulait. Pendant que les haricots cuisaient, Josie pétrissait la pâte sur le comptoir. Ses épaules travaillaient, ses bras larges étaient instables. Le rythme la calmait, comme toujours. Pousser, plier, tourner, pousser, plier. Haute tourneur. La seule chose dans sa vie qu'elle pouvait façonner exactement comme elle le voulait. Maman. Eli était assis sur le tapis près du poêle. Son cheval de bois marchait sur son genou. Tommy Hale a dit que sa maman a dit que personne ne voudra jamais t'épouser. Parce que tu es trop grosse et trop méchante. Le silence s'est abattu sur la cuisine. La cuillère de Clara s'est arrêtée à mi-chemin de la marmite. Sam a levé les yeux de son livre. Ruth s'est aplatie contre le mur, son fusain figé au-dessus de son sac de farine. Les mains de Josie se sont arrêtées dans la pâte. Tommy Hale, a dit Clara, sa voix comme un fil tendu. Il peut manger de la terre. Clara a prévenu Josie. Eh bien, il peut. Est-ce que Tommy a dit autre chose? A demandé Sam, sa voix prudente, contrôlée. La voix d'un garçon qui avait appris à recueillir des informations avant de réagir. Parce que réagir trop vite dans la maison Braddock signifiait autrefois recevoir une gifle de son père. Il a dit que sa maman a dit que M. Hawthorne va épouser maman et nous emmener à son ranch et nous faire travailler comme des mules. Eli a levé les yeux, son visage rond perplexe. C'est quoi une mule? Josie a essuyé ses mains sur son tablier et a traversé la pièce. Elle s'est assise par terre à côté de son plus jeune, ignorant la protestation de ses genoux, et elle l'a prise sur ses genoux. Ellie, mon bébé, écoute-moi, personne ne va te faire travailler comme quoi que ce soit. Et je n'épouse pas M. Hawthorne, parce que tu es trop grosse. Les mots l'ont frappé comme un poing fermé. Pas parce qu'un enfant de 7 ans les disait, mais parce qu'il les répétait. Parce que quelque part dans cette ville, des femmes adultes disaient ces choses. Assez fort pour que les enfants les ramènent à la maison comme des pierres dans leurs poches. La voix d'Howard s'est élevée de l'endroit où elle la gardait enterrée. Regarde-toi. Qui d'autre voudrait de toi? Tu devrais être reconnaissante que je reste. Non, a dit Josie, et sa voix était stable, même si quelque chose en elle hurlait. Pas à cause de ça, parce que c'est moi qui choisis qui j'aime. Et je choisis mes 4 enfants. C'est suffisant. Mais maman, Eli s'est tournée pour la regarder. Tu ne te sens pas seule. De l'autre côté de la pièce, Clara a tourné le dos au poêle. Mais pas avant que Josie ne voie la lueur dans les yeux de sa fille. Sam fixait son livre sans le lire. Le fusain de Ruth bougeait à nouveau, lentement et petitement, dessinant quelque chose que Josie ne pouvait pas voir. Parfois, a admis Josie. Mais la solitude vaut mieux que de se contenter de quelqu'un qui ne te voit pas comme il faut. Comment sais-tu si quelqu'un te voit comme il faut? Josie a pensé à Howard, qui l'avait courtisé avec des fleurs sauvages et des compliments, et qui s'était transformé en quelque chose d'inconnaissable après que la bague fut à son doigt. Elle a pensé au regard calculateur de Tom Hawthorne. Elle a pensé à chaque homme qui avait d'abord regardé son corps, et qui avait décidé de tout le reste ensuite. Tu le sais, c'est tout, a-t-elle dit. Et si tu ne sais pas, tu attends. Le blizzard est arrivé 3 jours plus tard. Il est tombé sur Stillwater Creek comme si Dieu avait éteint toutes les lampes du ciel. Le ciel est devenu blanc, puis gris, puis noir.
avec une neige si épaisse que Josie ne pouvait pas voir le puits depuis la fenêtre de la cuisine. Le vent hurlait à travers les fissures des murs, et la température a chuté si vite que le seau d'eau près de la porte a gelé en 1 heure. Josie avait préparé du bois supplémentaire, de l'eau supplémentaire, de la nourriture supplémentaire. Le mulet était en sécurité dans l'appentis. Les enfants étaient nourris, au chaud et en sécurité. Le deuxième soir, Oles devenaient tous un peu fous à cause de l'enfermement. Clara faisait les 100 pas. Sam lisait le même livre pour la 3e fois. Ruth dessinait sur toutes les surfaces pleines qu'elle pouvait trouver. Eli demandait « Est-ce que la tempête est finie ?» Environ toutes les 15 minutes. On a frappé juste après la tombée de la nuit. 3 coups lents contre la porte, si faibles que Josie les a presque confondus avec le vent. Puis de nouveau, une voix à peine humaine éraillée par le froid. « S'il vous plaît, n'importe qui, mon cheval est mort. » Clara a attrapé le fusil et s'est positionnée près des enfants. Elle l'a fait automatiquement, sans instruction, comme d'autres filles de son âge auraient pu attraper une poupée. C'était la chose chez Clara qui brisait le plus complètement le cœur de Josie. « Qui est-ce là? » a crié Josie. « Caleb Drummond, du ranch de Timber Ridge. Je marche depuis midi. » Une toux qui sonnait comme un tissu qui se déchire. « Je ne sens plus mes jambes, madame. » Josie a regardé Clara. Clara a secoué la tête. Josie a ouvert la porte quand même. Il n'est pas entré, il est tombé. Un homme de 6 pieds, gelé, s'est effondré sur son seuil, comme un arbre coupé à la base. Son manteau était blanc de glace. Son visage avait la couleur de la cire de bougie. Ses mains étaient recroquevillées en griffes. Le bout de ses doigts était blanc. Sam, des couvertures. Clara, de l'eau tiède sur le poêle, pas chaude, tiède. Ruth, des chaussettes en laine dans ma malle. Josie était à genoux à côté de lui, tirant sur son manteau. Eli reste en arrière. Ils se sont mis en mouvement. Tous les 4, instantanés et précis. Une famille qui fonctionnait en mode crise comme d'autres familles fonctionnaient en mode routine. « Vous m'entendez? » a demandé Josie en lui enlevant son manteau gelé. « Oui, madame. » Ses dents claquaient si fort que les mots se formaient à peine. « Depuis combien de temps marchez-vous? » 6 heures, peut-être 7. Dans cette tempête? Mon cheval s'est cassé une patte sur la glace. J'ai dû la battre. Même à travers les tremblements, elle a entendu du chagrin dans sa voix. Un vrai chagrin pour un animal. J'ai marché vers le sud. J'ai vu votre lumière. Josie a enlevé le manteau et l'a enveloppé de couverture. Puis elle a pris ses mains. Elles étaient comme des pierres de rivière en janvier. Elle les a pressées entre ses larges paumes et a soufflé dessus. Il a sifflé quand la sensation a commencé à revenir. Tout son corps s'est contracté, sa mâchoire se serrant sur le son. « Ça veut dire qu'elles sont vivantes », a dit Josie. « Celles qui sont silencieuses sont celles dont il faut s'inquiéter. Vous avez déjà vu des gelures. J'ai enterré un mari pendant un hiver du Montana, Monsieur Drummond. J'ai tout vu. » Elle l'a dit d'un ton neutre, sans invitation à la sympathie. De la même manière qu'elle aurait tendu une tasse de café, à prendre ou à laisser. Clara a apporté la bassine. Josie a doucement plongé ses mains dans l'eau et il a aspiré de l'air entre ses dents, mais n'a pas bougé. Sam se tenait à 1 mètre de distance, observant avec ce regard évaluateur, décidant si cet homme était une menace ou un invité. « Vous élevez du bétail à Timber Ridge ?» a demandé Sam. « 40 têtes. 40. Peut-être moins après cette tempête. C'est un compte difficile pour un seul homme, ça l'est. » Les yeux de Caleb ont trouvé le garçon à travers le brouillard de la douleur. « Tu connais le bétail? »« Je connais les chiffres. 40 têtes, un homme à 15 miles de la ville en saison de blizzard. » Les chiffres ne collent pas. Quelque chose a traversé le visage de Caleb. Du respect, peut-être, pour un garçon de 12 ans qui pouvait faire ce calcul de tête. Tu as raison. Les chiffres ne collent plus depuis un moment. Alors pourquoi restez-vous? Sam, la voix de Josie portait l'avertissement. C'est une question juste, a dit Caleb. Il a fléchi ses doigts dans l'eau chaude, grimaçant. Je reste parce que partir, c'est comme abandonner. Et j'ai déjà abandonné assez de choses dans ma vie. Sam a réfléchi à cela. Puis il a hoché la tête, un seul mouvement sec du menton, et est retourné dans son coin. Confiance provisoire accordée, à crédit. Eli est apparu au coude de Caleb. « Ton cheval est mort, Eli, a dit Josie sèchement. « Elle est morte, a dit Caleb. Elle s'appelait Birdie. C'était un bon cheval.
Je suis désolé pour Birdie. Ah, merci mon garçon. Moi aussi. Est-ce que tu vas mourir aussi? Pas ce soir. Ta mère s'en assure. Eli a hoché la tête sérieusement et a tendu son cheval de bois. Tu peux tenir ton air si tu veux. Il aide quand les choses vont mal. Caleb a regardé le petit cheval de bois, puis le garçon qui le lui offrait, et quelque chose s'est fissuré sur son visage. Pas grand-chose, juste une fracture dans le vide prudent. Comme la glace se fissure sur une rivière avant le dégel. Il a pris le cheval doucement, l'a tourné entre ses doigts en voie de guérison. Merci, a-t-il dit, et sa voix était rauque. C'est très gentil. Ruth n'avait pas bougé de son coin. Elle était assise, le dos pressé contre le mur, son fusain immobile, ses yeux énormes et fixes sur l'étranger. Caleb a jeté un coup d'œil dans sa direction une fois, l'a vu tressaillir, et a immédiatement tourné son regard vers le sol. Josie l'a vu faire. Elle l'a vu choisir de détourner le regard. Pour donner de l'espace à sa fille effrayée au lieu de forcer le passage avec du charme ou des questions. Howard aurait dit « Qu'est-ce qui ne va pas avec celle-là » Tom Hawthorne aurait dit « Elle va se détendre ». Cet homme a juste baissé les yeux vers le sol et a laissé la fille respirer. « Madame Braddock », a dit Caleb doucement, « je ne vous dérangerai plus dès la première lueur. Je suis désolé pour le dérangement. Vous n'êtes pas un dérangement. Vous êtes à moitié mort, il y a une différence. » Elle lui a versé du café et l'a posé devant lui. Et il faudra plus que la première lueur pour vous faire marcher 15 mètres par ce temps. Je ne veux pas abuser de votre hospitalité à vous et vos enfants. Vous êtes déjà tombés à travers ma porte. L'abus a déjà eu lieu. Cela l'a fissuré davantage. Un son qui était presque un rire, tiré de quelque part de profond et de rouillé, comme une charnière qui n'avait pas bougé depuis des années. « C'est juste, a-t-il dit. Il a bu le café. Elle laisse retourner à sa pâte à pain, parce que la pâte avait encore besoin d'être façonnée, et le monde ne s'arrêtait pas pour des étrangers à moitié gelés. Peu importe la constance de leurs yeux gris. « Votre pain, a dit Caleb après un moment. Vous faites du pain pour la ville? Je le faisais. On m'a laissé tomber hier. Pourquoi? Parce que Lucille Garrett a décidé qu'elle ne m'aimait pas. Et le mari de Lucille Garrett détient les créances sur la moitié des commerces de Stillwater Creek. Qu'avez-vous fait à Lucille Garrett? J'existais dans sa ville en étant grosse et peu disposée à m'en excuser. Les mots sont sortis plus vifs qu'elle ne l'avait prévu. Elle a senti les yeux de Clara sur elle de l'autre côté de la pièce et senti Sam s'immobiliser. Caleb n'a rien dit pendant un long moment. Puis, doucement, « C'est leur perte. »« Pardon? J'ai mangé du pain d'hôtel d'ici à Billings. J'ai goûté le vôtre. Quiconque vous a laissé tomber le regrettera au printemps. » Et Josie s'est tournée pour le regarder. Il la regardait avec ses yeux gris, calmes et directs. Pas de flatterie sur son visage, pas de calcul. Juste un homme énonçant un fait comme il pourrait dire que le soleil se lève à l'est. « Vous avez goûté mon pain? » a-t-elle demandé. « J'ai pris un pain à l'hôtel l'automne dernier. Je suis revenu pour en avoir plus, mais tout était vendu. » Il a haussé les épaules. « Le meilleur pain au levain que j'ai mangé depuis que ma femme est en vie. » La mention d'une femme, au passé, flottait dans l'air entre eux. « Votre femme faisait du pain ?» a demandé Josie. C'était plus sûr que les autres questions qui se formaient dans son esprit. Émeline, elle cuisinait comme elle respirait. C'était un don naturel. Sa voix est devenue prudente, comme la voix des gens devient quand ils touchent quelque chose qui fait encore mal. Elle est partie il y a 8 ans. Je suis désolé. Moi aussi. Il a tourné la tasse de café entre ses mains. Elle vous aurait aimé. Je pense qu'elle n'avait aucune patience pour les gens qui jugeaient une personne par autre chose que son caractère. Elle semble être une bonne femme. Elle était trop bonne pour le temps qui lui a été imparti. Josie comprenait cela. Elle le comprenait jusqu'à la moelle. Le chagrin particulier de perdre quelqu'un avant qu'il n'ait fini. La rage contre un monde qui prenait les gens selon son propre calendrier et ne demandait pas la permission. Mon mari n'était pas un homme bon. Josie s'est entendu dire et a immédiatement regretté de l'avoir fait. Mais Caleb a juste soutenu son regard, son visage immobile, ses yeux attendants. Sans pousser, sans pitié, juste présent. Il a bien commencé, a-t-elle continué. Parce qu'apparemment, le mur qu'elle avait construit avait une porte. Et cet homme l'avait trouvé d'une manière ou d'une autre. Puis il a trouvé le whisky et a perdu tout le reste, y compris son sang-froid. Elle s'est arrêtée là. Elle ne devait pas à cet étranger son histoire. Elle ne devait à personne son histoire. C'est pour ça que votre fille a peur.
a demandé Caleb. Pas de jugement dans sa voix, juste l'observation silencieuse d'un homme qui prêtait attention. La gorge de Josie s'est nouée. Elle a hoché la tête une fois. Il a déjà touché les enfants. Il m'a touché. Ruth regardait. Le silence qui a suivi était différent de tous les silences que Josie avait connus dans cette cuisine. Ah, ce n'était pas gênant ou apitoyé, ni le silence pesant de quelqu'un qui prépare des conseils non sollicités. C'était le silence d'un homme qui réorganisait ce qu'il savait du monde, pour y inclure ce nouveau fait terrible, et qui était furieux à ce sujet sans faire de cette fureur son problème à elle. « Je suis content qu'il soit mort », a dit Caleb. Josie a cligné des yeux. Personne ne lui avait jamais dit ça. Les gens disaient « Je suis désolé pour votre perte, et il est dans un monde meilleur. Et au moins les enfants vous ont encore. » Personne n'avait jamais dit la vérité simple et brutale. « Moi aussi », a-t-elle murmuré. Clara les regardait de l'autre côté de la pièce, son expression indéchiffrable. Sam avait complètement posé son livre. Le fusain de Ruth était immobile. Même Eli s'était tue, sentant quelque chose dans l'air que son cœur de 7 ans pouvait sentir, mais pas nommer. Caleb a posé sa tasse de café. « Madame Braddock, je vous dois la vie ce soir. » Et ce n'était pas une petite chose pour moi, c'était juste du café et de l'eau chaude. C'était une porte ouverte alors que vous aviez toutes les raisons de la garder fermée. Ses yeux ont rencontré les siens, je n'oublie pas ça. Josie est retournée à sa pâte, y enfonçant ses mains, sentant la souplesse et la résistance familière. Son pouls faisait quelque chose de compliqué, quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis avant qu'Howard ne devienne méchant. Depuis avant qu'elle n'apprenne à murer chaque chose douce en elle et à la cacher là où aucun homme ne pourrait l'atteindre. « La tempête ne se calmera pas avant demain soir, dit-elle, gardant une voix pratique. Vous dormirez près du poêle. Vous ne vous approchez pas de la chambre de mes enfants. Le fusil reste près de mon lit. Compris. Et Monsieur Drummond? Madame, ne m'appelez pas madame, je ne suis pas votre grand-mère. » Ce presque rire à nouveau, silencieux et rauque. « Comment dois-je vous appeler? » Madame Braddock, jusqu'à ce que je dise le contraire. « Oui, Madame Braddock. » Elle a façonné les pains et les a mis à lever. Derrière elle, Clara a préparé une paillasse près du poêle avec une efficacité militaire et zéro chaleur. Sam a rassemblé Ruth et Eli vers la pièce du fond, s'arrêtant à la porte pour lancer un dernier regard évaluateur à Caleb. « Monsieur Drummond, » a dit Sam. « Oui, mon garçon. Si vous faites du mal à ma mère, je vous tuerai dans votre sommeil. » Il l'a dit comme il disait tout, calmement et factuellement, comme de l'arithmétique. Puis il a tiré le rideau. Caleb a regardé Josie. Il est sérieux, il l'est. Bien. Caleb s'est abaissé sur la paillasse. Son corps en convalescence était raide de douleur. Il le devrait. Josie a vérifié le poêle, vérifié la porte, vérifié chaque enfant comme elle le faisait chaque nuit. Comptant les têtes, comptant les respirations, s'assurant que le monde n'avait rien volé pendant qu'elle ne regardait pas. Ruth dormait déjà, recroquevillée comme un poing. Eli était étendu sur son lit de camp avec Tonnerre serré contre sa poitrine. Clara était allongée sur le dos, les yeux ouverts, regardant le plafond. « Il a l'air bien », a dit Clara doucement. Mais papa avait l'air bien aussi. Je sais, mon bébé. Je ne dis pas de ne pas lui faire confiance. Je dis d'être prudente. Quand n'ai-je jamais été prudente? Clara a tourné la tête sur l'oreiller. Tu l'as laissé entrer, maman. Ce n'est pas prudent. C'est autre chose. Josie n'avait pas de réponse à cela. Elle est retournée dans la cuisine, a baissé la lampe et est restée un moment dans la pénombre. La respiration de Caleb s'était déjà ralentie, profonde et régulière. La respiration d'un homme qui avait marché vers la mort et avait trouvé une porte à la place. Par la fenêtre, la tempête faisait rage, blanche et aveugle. À l'intérieur, le poêle crépitait de chaleur. 4 enfants dormaient sous son toit. Un étranger dormait près de son feu. Et quelque part sous la peur, la prudence et les années de tissu cicatriciel, Josie Braddock a ressenti quelque chose qu'elle avait passé 4 ans à essayer de tuer. Elle a ressenti de l'espoir. Elle a pressé sa paume à plat contre sa poitrine comme si elle pouvait le repousser. Elle ne le pouvait pas. La tempête s'est calmée le 3e matin. Josie s'est réveillée avant l'aube et a su que c'était fini par le silence. Pas de vent hurlant à travers les murs, pas de glace martelant le toit. Juste le silence profond et lourd qui venait après que la terre ait été battue jusqu'à la soumission. Elle est entrée dans la cuisine sur la pointe des pieds
et a trouvé Caleb déjà debout. Sa paillasse était soigneusement pliée, ses bottes aux pieds. Il se tenait près de la fenêtre, regardant un monde enseveli sous le blanc. « Les routes seront mauvaises, a dit Josie. J'ai marché sur pire. Vos mains ne sont pas guéries. » Il a fléchi ses doigts, la peau encore à vif et irritée au bout. « Ouais, elle fonctionne à faire bien. » Josie a versé du café et a posé une tasse devant lui sans demander. Elle s'en est versé une pour elle-même et s'est tenue au comptoir. Et ils ont bu dans le silence particulier de deux personnes qui avaient partagé un espace confiné pendant 2 jours et qui étaient sur le point de redevenir des étrangers. « Je veux vous payer, a dit Caleb. « Non. Madame Burdock, vous êtes tombée à moitié mort à travers ma porte. Je vous ai donné des couvertures et des haricots. Oh, ce n'est pas un service. C'est être un être humain. Alors laissez-moi vous rembourser en tant qu'être humain. » Il a posé sa tasse. « Votre pile de bois est basse. Je l'ai remarqué quand la tempête s'est assez calmée pour voir. Ma pile de bois va bien. Votre pile de bois est à 3 jours d'être épuisée, et vous avez 4 enfants et un poil qui mange du bois comme un cheval affamé. » Il l'a dit sans accusation, juste le calcul plat d'un homme qui avait passé sa vie à calculer ce qu'il fallait pour survivre à un hiver du Montana. « Laissez-moi fendre du bois avant de partir. Monsieur Drummond, c'est soit ça, soit je laisse de l'argent sur votre table. Et quelque chose me dit que vous me poursuivriez sur 15 miles dans la neige pour me le jeter à la figure. » Clara est apparue dans l'embrasure de la porte de la pièce du fond, décoiffée par le sommeil et déjà méfiante. « Que se passe-t-il? »« Monsieur Drummond s'en va, a dit Josie. « Monsieur Drummond fait du bois d'abord, et corrigé Caleb. » Clara a regardé entre eux, ses yeux vifs lisant quelque chose dans l'air que Josie n'était pas prête à nommer. « Très bien, a dit Clara. Sam peut t'aider. Il a besoin d'exercice. »« Je n'ai pas besoin, a commencé Sam de derrière le rideau. »« Habille-toi, a dit Clara. Et ce fut la fin de la discussion. Alors, Caleb a fendu du bois et Sam l'a empilé à côté de lui. Il suivait le rythme de l'homme, comme le font les garçons quand ils étudient quelqu'un dont ils veulent apprendre. Josie regardait depuis la fenêtre de la cuisine tout en façonnant le pain du matin. Elle se disait qu'elle regardait parce qu'elle ne faisait pas confiance à un étranger seul avec son fils. Pas à cause de la façon dont Caleb bougeait, facile et sûr. Ses mains abîmées agrippant la hache comme si elle faisait partie de son bras. « Il est fort, a dit Ruth. » Josie a failli laisser tomber la pâte. Ruth se tenait à côté d'elle, silencieuse comme toujours, son petit visage tourné vers la fenêtre. C'était la première chose qu'elle avait dite à propos de Caleb. La première observation volontaire sur un homme depuis Howard. « Il l'est », est convenu Josie prudemment. Papa était fort aussi, mais différemment. En quoi différemment? Ruth est restée silencieuse si longtemps que Josie a cru qu'elle s'était à nouveau retirée. Puis, à peine plus fort qu'un murmure. « Oui, papa était fort comme pour casser des choses. Lui, il est fort comme pour réparer des choses. » La gorge de Josie s'est nouée si fort qu'elle ne pouvait plus respirer. Elle s'est agenouillée et a enlacé sa fille, la serrant contre sa large poitrine. Sentant le petit corps de la fille se raidir, puis lentement, lentement se détendre. « C'est une chose intelligente à remarquer, » a murmuré Josie. « Est-ce qu'il peut rester? »« Il part aujourd'hui, mon bébé. »« Oh! » Ruth s'est reculée, son visage se refermant à nouveau. « D'accord. » Josie l'a regardé retourner dans son coin et prendre son fusain. Et elle a senti quelque chose bouger dans l'architecture de sa résistance. Pas un effondrement, juste une fissure. Une fissure capillaire dans le mur qu'elle avait passé 4 ans à renforcer. Caleb a travaillé pendant 2 heures. Quand il est rentré, la pile de bois était plus haute que Josie ne l'avait vue depuis qu'elle avait acheté la maison. Sam l'a suivi, le visage rouge, essoufflé et arborant une expression que Josie n'avait pas vue sur le visage de son fils depuis des années. « Le bonheur, il m'a montré comment lire le grain du bois, » a dit Sam à bout de souffle. « Tu feines avec le grain, pas contre. C'est pour ça que je me coince toujours. »« Erreur courante, » a dit Caleb, acceptant le café que Josie lui tendait. Ses yeux ont rencontré les siens par-dessus le bord de la tasse. Et en eux, elle a vu la chose qu'il ne disait pas. « Votre garçon a faim de ça. » D'un homme qui enseigne au lieu de frapper. Elle a détourné le regard la première. Eli s'était attaché à la jambe de Caleb comme une bernique. Il lui montrait une collection de pierres qu'il avait ramassées dans le ruisseau l'été dernier. Caleb a examiné chacune d'elles avec l'attention grave d'un homme menant une recherche géologique sérieuse. « Celle-ci a du mica, » a dit Caleb, tenant une pierre plate à la lumière.
C'est quoi le mica? C'est ce qui l'a fait briller. Tu vois ces petites paillettes? Est-ce que je peux trouver de l'or dans ce ruisseau? Probablement pas, mais tu pourrais trouver des grenades si tu sais où chercher. Tu peux me montrer? Eli, a dit Josie. Monsieur Drummond s'en va, mais maman, il a un ranch à retrouver. Caleb a posé la pierre et a regardé Ellie avec ses yeux gris et stables. Ta mère a raison. J'ai du bétail qui se demande probablement où je suis passé. Il a fait une pause. Mais au printemps, si ta mère est d'accord, je pourrais te montrer où chercher. Eli s'est tourné vivement vers Josie, tout son visage une question. On verra, a dit Josie, ce qui était ce qu'elle disait toujours quand elle voulait dire non, mais ne pouvait se résoudre à le dire. Caleb a mis son manteau, encore raide du séchage. Il s'est dirigé vers la porte, puis s'est arrêté, s'est retourné. Pas vers Josie, vers Clara, qui se tenait près du poêle, les bras croisés et le menton levé. Et tous les murs défensifs qu'elle possédait étaient dressés à leur pleine hauteur. Mademoiselle Clara, a-t-il dit, Monsieur Drummond, vous prenez bien soin de cette famille. Quelqu'un doit le faire. C'est vrai, mais ça ne devrait pas être seulement vous. Il a soutenu son regard, calme et sans ciller. Vous avez 14 ans. Vous méritez d'avoir 14 ans. La mâchoire de Clara s'est crispée. Vous ne savez rien de ce que je mérite. Non, madame, je ne sais pas. Je dis juste ce que je vois. Il a mis son chapeau, a fait un signe de tête à Josie et est sorti dans le blanc aveuglant. Josie est restée à la fenêtre et l'a regardé partir. Sa longue silhouette se déplaçant vers le nord à travers la neige profonde, devenant plus petite à chaque pas. Elle laisse rester là jusqu'à ce qu'il disparaisse par-dessus la crête. Et puis, elle laisse rester là plus longtemps, regardant l'endroit blanc et vide où il avait été. « Maman, a dit Clara derrière elle, ne fais pas ça. Ne fais pas quoi? Quoi que tu sois en train de penser en ce moment, ne le fais pas. » Josie s'est détournée de la fenêtre. « Je pense au pain. Je pense toujours au pain. » Clara ne l'a pas cru. Josie ne s'est pas crue elle-même. 2 semaines ont passé. La neige s'est transformée en une croûte dure qui rendait les routes praticables et l'air assez vif pour couper. Josie faisait du pain. Elle vendait ce qu'elle pouvait depuis la maison. De petites commandes de personnes qui vivaient en dehors de la ville et ne répondaient pas à la machine sociale de Lucille Gorette. Ce n'était pas assez, mais c'était quelque chose. Un mardi, Tom Hawthorne est apparu à sa porte avec un jambon et une proposition. « Je vais être direct avec vous, Joséphine. » Il se tenait sur son porche, son chapeau à la main, ses yeux faisant à nouveau cette chose calculatrice. « J'ai besoin d'une femme. Vous avez besoin d'un soutien de famille. Nous sommes tous les deux des personnes pratiques. C'est votre proposition? C'est une proposition honnête. J'ai une bonne maison, de bonnes terres, un revenu stable. Vos enfants seraient nourris, vêtus et éduqués. Vous auriez la sécurité. Et qu'auriez-vous, vous? Une femme qui peut tenir une maison, élever des enfants et ne me remplit pas les oreilles de bêtises sur les rideaux et les réceptions. » Il a souri comme s'il lui offrait quelque chose de généreux. « Je ne suis pas un homme romantique, Madame Braddock, mais je suis un homme juste. » Josie s'est appuyée contre le cadre de la porte. « Monsieur Hawthorne, avez-vous une seule fois dans tout ce discours mentionné le fait de vous soucier de moi? » Il a cligné des yeux. « J'ai dit que je subviendrais à vos besoins. Vous avez dit que vous aviez besoin d'une femme, comme vous avez besoin d'une charrue ou d'un cheval de trait. Quelque chose d'utile. Non, ce n'est pas. Vous n'avez posé aucune question sur moi. Pas ce que je veux. Ou pas ce que je pense. Pas ce qui m'empêche de dormir la nuit. Vous avez regardé ma situation et décidé que je devrais être reconnaissante pour n'importe quelle offre. Parce qu'une femme qui me ressemble n'a pas le luxe de choisir. » Le visage de Tom s'est empourpré. « Je n'ai jamais dit. Vous avez fait un geste. » Josie s'est redressée de toute sa hauteur, qui n'était pas grande, mais considérable. « Il y a 3 semaines dans la rue, vous avez fait un geste vers moi comme si j'étais un problème que vous offriez gentiment de résoudre. Madame Braddock, j'essaie de vous aider. » Non, Monsieur Hawthorne, vous essayez de vous servir d'une cuisinière, d'une nounou et d'un corps chaud. Et vous avez pensé que la grosse veuve avec 4 enfants serait trop désespérée pour dire non. C'est injuste, n'est-ce pas? Elle a rencontré ses yeux et les a tenus. Dites-moi une chose que vous admirez chez moi. Pas ce que je peux faire pour vous, ou quelque chose sur qui je suis. Le silence s'est étiré entre eux, long et accablant. Tom a ouvert la bouche, l'a refermée. «
Vous affirmez. À rouverte, vous êtes une travailleuse acharnée, a-t-il réussi à dire. C'est ce que je peux faire, pas qui je suis. Au revoir, Monsieur Hawthorne. Elle a fermé la porte et s'est tenue le dos contre elle, respirant fort. Ses mains tremblaient, ses yeux la brûlaient, mais elle n'a pas pleuré. Elle avait épuisé toutes ses larmes pour Howard Braddock. Et il n'en restait plus pour les hommes qui ne le méritaient pas. Maman, Sam se tenait dans l'embrasure de la porte de la cuisine, le visage crispé. C'était Monsieur Hawthorne. C'était lui. Est-ce qu'il a demandé à t'épouser? Il a demandé une gouvernante avec des avantages. Qu'as-tu dit? J'ai dit au revoir. Sam a hoché la tête lentement. Bien. Il ne te regarde pas comme il faut. Comment ça? Il te regarde comme si tu étais quelque chose à utiliser. Sam a hésité. Monsieur Drummond ne te regardait pas comme ça. Sam, je dis juste ce que j'ai remarqué. Il est retourné à son livre et Josie est retournée à son pain. Et aucun d'eux n'a mentionné Caleb Drummond à nouveau. Mais cette nuit-là, allongée dans son lit avec Ruth Blatty à côté d'elle et le vent murmurant à travers les murs, Josie a pensé à la différence. Entre un homme qui voyait ce que vous pouviez faire pour lui et un homme qui voyait ce que vous étiez. Elle a pensé aux yeux gris de Caleb, unstables et directs, regardant son visage au lieu de son corps. Elle a pensé à la façon dont il s'était détourné de Ruth sans qu'on le lui demande, à la façon dont il avait parlé à Sam comme à un égal, à la façon dont il avait tenu le cheval de bois d'Eli comme si c'était quelque chose de précieux. Et puis elle a pensé à Howard. Howard qui avait tenu son visage entre ses mains le soir de leur mariage et avait dit « Tu es à moi maintenant, Josie. Tout à moi. » Et elle avait pensé qu'il parlait d'amour, mais il parlait de possession. Il voulait dire que chaque livre de sa chair lui appartenait, pour la louer ou la punir, comme il l'entendait. Elle s'est retournée et a enfoui son visage dans l'oreiller. L'espoir était un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. Pas avec 4 bouches à nourrir, l'hiver qui pesait encore et toute la ville qui attendait qu'elle échoue. Caleb est revenu un dimanche. Josie était dehors en train de tirer de l'eau du puits, il le seau lourd dans ses bras épais, quand elle a entendu le cheval. Elle a levé les yeux et il était là, descendant lentement Garrison Road avec quelque chose de grand, attaché à l'arrière de sa selle. Il a arrêté son cheval à la clôture et est descendu. Madame Braddock, Monsieur Drummond. Elle a posé le seau, essoufflée par l'effort, mais ne voulant pas le montrer. Quelque chose ne va pas à Timber Ridge? Non, madame, tout va bien. Il a détaché le paquet de sa selle et l'a descendu. Un quartier de venaison fumé enveloppé dans un tissu, assez lourd pour que même son bras peine. La tempête a fait passer un cerf à travers ma clôture la semaine dernière. Trop de viande pour un seul homme. C'est beaucoup de cerfs pour une seule clôture. Un grand cerf. Monsieur Drummond, est-ce que vous m'apportez la charité? Je vous apporte de la venaison. Il y a une différence. Il l'a posé sur le poteau de la clôture et lui a fait face. Et je me demandais pour votre situation avec le pain. Ma situation avec le pain est mon affaire. Je le sais, mais je sais aussi que les hôtels de Billings paieront le double de ce que Stillwater Creek payait. Et je fais le trajet là-bas chaque mois pour les provisions. Si vous le vouliez, je pourrais transporter votre pain avec moi, vous présenter à quelques acheteurs. Josie l'a regardé fixement. Pourquoi feriez-vous ça? Parce que c'est du bon pain et qu'il mérite mieux que d'être jeté d'un porche. Il l'a dit simplement, sans drame. Ah, comme il disait tout, et parce que je vous dois la vie et que vous ne me laissez pas vous rembourser, alors c'est moi qui essaie quand même, en devenant votre livreur, en étant utile. C'est la seule monnaie que vous accepterez. Elle voulait dire non. Chaque instinct de survie qu'elle avait développé lui disait de dire non. Parce que les hommes qui rendaient des services voulaient toujours quelque chose en retour. Ils avaient toujours un registre dans leur tête où la gentillesse était une dette et la dette était un contrôle. Mais Caleb Drummond se tenait dans le froid avec de la venaison sur sa clôture et une offre qui pourrait sauver son commerce. Et il ne demandait rien. Pas un repas, pas sa compagnie, pas même une tasse de café. Il se tenait juste là, patient comme la pierre, attendant qu'elle décide. « J'y réfléchirai », a-t-elle dit. « Prenez votre temps. » Et Monsieur Drummond. « Madame, je vous ai dit de ne pas m'appeler, madame. »« Oh, vous m'avez dit de ne pas vous appeler, madame, il y a 3 semaines. » J'essaie de perdre l'habitude. Le fantôme d'un sourire. Celui qui vivait dans ses yeux et touchait à peine sa bouche. Ça s'avère difficile.
Essayez plus fort. Oui, Madame Braddock. La porte s'est ouverte avec fracas et Eli en est sorti comme un petit boulet de canon. Monsieur Drummond, vous êtes revenu. Maman a dit que vous ne reviendriez pas. Mais j'ai dit que si, et j'avais raison. Elijah Braddock, a dit Josie sèchement. Et je n'ai jamais dit une telle chose. Tu as dit on verra. Et ça veut dire non. Caleb s'est accroupi au niveau des lats. Je t'ai apporté quelque chose. Il a fouillé dans la poche de son manteau et en a sorti une petite pierre, plate et sombre, traversée de minuscules cristaux rouges. J'ai trouvé ça près du ruisseau. Ces petits morceaux rouges sont des grenats. Je t'avais dit qu'il y en avait. Les yeux d'Eli sont devenus énormes. Pour de vrai, c'est à moi, tout à toi. Et Eli a jeté ses bras autour du cou de Caleb. Et Josie a regardé cet homme, ce grand homme silencieux et réservé, s'immobiliser complètement un instant. Avant que ses bras ne se lèvent et ne tiennent doucement le garçon, comme quelque chose qui pourrait se casser. Sam est apparu sur le poche, son expression soigneusement neutre. Monsieur Drummond, Sam, vous avez besoin de fendre du bois. Je pense que votre pile est encore bonne depuis la dernière fois. Je veux dire, chez vous. Sam a fourré ses mains dans ses poches. Je pourrais monter le samedi, aider avec le bétail s'il le fallait. La cuisine est devenue silencieuse. Josie a senti Clara apparaître derrière elle dans l'embrasure de la porte, a senti le poids du regard de sa fille aînée. Caleb s'est redressé. Eli était toujours accroché à son cou. Il a regardé Sam, puis il a regardé Josie. Et dans ses yeux, elle a vu la question qu'il ne poserait pas devant les enfants. Est-ce que c'est d'accord? On en parlera. Et a dit Josie à toutes les deux. Sam a hoché la tête, assez satisfait d'un non-refus. Clara n'a rien dit, ce qui, de la part de Clara, était une déclaration en soi. Caleb est resté pour le café, juste le café. Il s'est assis à la table et a parlé de bétail à Sam et de Pierre à Eli. Et il n'a pas bousculé Ruth et il n'a pas discuté avec Clara. Et il n'a pas dit une seule chose à Josie qui franchissait les limites qu'elle avait tracées. Quand il est parti, Otis a touché son chapeau et a dit « Pensez à l'offre de Billings. Rien ne presse. » Josie l'a regardé s'éloigner à cheval. Et cette fois, elle n'est pas restée à la fenêtre plus longtemps que nécessaire. Cette fois, elle laisse retourner à sa cuisine, à ses enfants et à son pain. Et elle s'est dit que la chaleur qui se propageait dans sa poitrine n'était que le poil. Clara n'était pas dupe. Il continuera de revenir, a dit Clara ce soir-là, après que les plus jeunes enfants se soient endormis. Il se montre serviable. Maman. Clara a posé sa couture et a regardé Josie avec les yeux bruns de Howard Braddock. Je t'ai observé avec papa. Je sais à quoi ressemble le fait de tomber amoureuse. Les mots ont frappé Josie comme de l'eau froide. Je ne suis pas en train de tomber amoureuse. Tu as brûlé le pain aujourd'hui. Tu ne brûles jamais le pain. Le poêle était trop chaud. Le poêle allait bien. Tu le regardais par la fenêtre au lieu de surveiller le four. La voix de Clara n'était pas en colère. Elle était effrayée. Je n'essaie pas d'être cruelle. J'ai juste besoin que tu sois honnête avec moi. Es-tu en train de tomber amoureuse de lui? Josie s'est assise lourdement à la table. Elle a regardé sa fille, cette fille qui avait grandi trop vite dans une maison pleine de choses brisées, qui avait appris à lire le danger dans la posture d'un homme, qui portait la famille quand les bras de Josie devenaient trop fatigués. « Je ne sais pas, a dit Josie. Et c'était la chose la plus honnête qu'elle ait dite depuis des mois. Il a l'air gentil, a concédé Clara. Mais papa avait l'air gentil aussi au début. Je sais, je ne peux pas revivre ça, maman. La voix de Clara s'est brisée, la lame montrant enfin sa faiblesse. Je ne peux pas regarder un autre homme te faire du mal. Je ne peux pas protéger les enfants de ça à nouveau. Josie a tendu la main par-dessus la table et a pris celle de Clara. Écoute-moi. Quoi qu'il arrive ou n'arrive pas avec Caleb Drummond, je ne laisserai jamais un autre homme poser ses mains sur moi. Jamais. Et s'il essaye, je n'aurai pas besoin que tu me protèges. Comment le sais-tu? Parce que la femme qui a épousé Howard Braddock avait 20 ans et croyait qu'elle méritait ce qu'elle recevait. Josie a serré les doigts de Clara. J'ai 44 ans maintenant et je sais mieux. Je connais ma valeur, même si cette ville ne la connaît pas. Et Clara a soutenu le regard de sa mère pendant un long moment. Puis elle a hoché la tête une fois et a repris sa couture. « S'il te fait du mal, a-t-elle dit doucement, Sam et moi nous en occuperons. Je sais que vous le ferez, mon bébé. Je ne suis pas un bébé. » Non, tu ne l'es pas.
Et je suis désolé que tu aies dû cesser d'en être une si jeune. Clara n'a pas répondu. Elle a juste cousu ses poings, petits, précis et furieux. Et Josie était assise en face d'elle à la lueur de la lampe. Elle sentait tout le poids de ce qu'elle avait fait à ses enfants en choisissant le mauvais homme la première fois, et toute la terreur de ce que cela pourrait signifier de choisir à nouveau. Dehors, l'hiver pressait contre les fenêtres. La pile de bois que Caleb avait construite se tenait solide contre le mur. Et quelque part à 15 miles au nord, un homme qui avait traversé un blizzard et survécu parce qu'une grosse veuve lui avait ouvert sa porte. Il était éveillé dans sa propre maison vide, pensant au pain et au café, et à la façon dont les yeux bruns de Josephine Burdock regardaient quand elle arrêtait de prétendre qu'elle ne ressentait rien du tout. Josie a dit oui à l'offre de Billings. Elle s'est dit que c'était pour les affaires de l'économie pure. Caleb faisait le trajet de toute façon et son pain avait besoin d'acheteurs. Le sentiment n'avait rien à voir là-dedans. Elle a enveloppé 12 pains dans un tissu propre, les a emballés dans une caisse et les a laissés sur le porche quand il est passé le samedi suivant. Il les a chargés sur son cheval sans cérémonie. J'apporterai le paiement la semaine prochaine. Tu as intérêt. J'ai compté les pains. Tu penses que je mangerai ton stock? Je pense que tu es un homme qui parcourt 15 miles dans le froid. Les hommes affamés prennent de mauvaises décisions. Ce fantôme de sourire. Je résisterai. Il est parti à cheval et Josie est rentrée. Et elle ne l'a pas regardé par la fenêtre parce que Clara la regardait le regarder. Et elle n'allait pas donner cette satisfaction à sa fille. Le pain s'est vendu. Les 12 pains sont partis en une journée. Le propriétaire de l'hôtel à Billings a renvoyé le paiement et une note demandant 20 pains par semaine. Plus des tartes si elle pouvait s'en charger. Mais c'était plus d'argent que l'hôtel de Stillwater Creek n'avait jamais payé. C'était assez. Caleb a livré le paiement le mardi suivant. Bourse avec un sac de sucre qu'il a dit avoir été en solde à Billings. Ce que Josie n'a pas cru une seconde, mais a accepté parce qu'elle avait besoin de sucre et que sa fierté avait des limites. Le propriétaire de l'hôtel veut vous rencontrer, a dit Caleb, buvant du café à sa table, pendant que Sam le bombardait de questions sur les prix du bétail. Il s'appelle Whittaker, un homme bon, il paye bien. J'irai quand les routes seront dégagées. Je pourrai vous y emmener. La route pour les chariots est plus facile que le sentier pour les chevaux. Je peux conduire jusqu'à Billings moi-même, Monsieur Drummond. Je sais que vous le pouvez. Je propose de la compagnie, pas un sauvetage. Josie l'a regardé par-dessus la table. Ses yeux gris et stables, sa bouche patiente, et la façon dont il tenait sa tasse de café comme si c'était quelque chose à savourer. De la compagnie, a-t-elle répété. Juste de la compagnie. Très bien. Samedi. Oh, samedi est arrivé et Josie a mis sa robe la plus propre et la broche de sa mère. Elle est montée dans le chariot de Caleb avec le cœur battant plus fort que l'occasion ne le justifiait. C'était un voyage d'affaires. Elle rencontrait un propriétaire d'hôtel pour du pain. Il n'y avait aucune raison pour que ses paumes soient moites. Ils ont parlé pendant le trajet. Vraiment parlé pour la première fois sans enfant qui écoute, sans mur dressé, et sans la formalité prudente qui avait régi chaque conversation précédente. Caleb lui a parlé d'Emmeline, pas seulement des faits, mais des sentiments. Comment elle riait comme l'eau sur les rochers. Comment elle lui lisait des histoires chaque soir parce qu'elle aimait sa voix, mais qu'il aimait encore plus la sienne. Comment la tuberculose l'avait emporté lentement, morceau par morceau, jusqu'à ce que la femme dans le lit soit une étrangère avec le visage de sa femme. Le pire n'était pas de la perdre, a-t-il dit, les yeux sur la route. Le pire, c'était le soulagement. Juste une seconde, quand elle a finalement cessé de respirer, j'ai ressenti du soulagement. Et je me suis détesté pour ça depuis. Ce n'était pas du soulagement qu'elle soit morte, a dit Josie doucement. C'était du soulagement qu'elle ait cessé de souffrir. Je le sais ici, il a touché sa tempe, ça n'a pas encore atteint ici, il a touché sa poitrine. Laisse-lui du temps. Ça fait 8 ans. Certaines vedettes prennent plus de 8 ans. Il l'a regardé. Et vous? Combien de temps depuis Howard? 4 ans depuis sa mort. Plus longtemps depuis que j'ai cessé de l'aimer. Elle a croisé les mains sur ses genoux, sentant la rugosité de sa propre peau. On cesse d'aimer quelqu'un la première fois qu'il vous frappe. Même si votre corps ne part pas, votre cœur franchit la porte et ne revient jamais. Est-ce que quelqu'un vous a aidé? Non. Le mot est sorti plat et final, les gens savaient. Le médecin savait. Les voisins entendaient des cris.
Personne n'a dit un mot parce qu'il était un homme et j'étais sa femme. Et ce qui se passait à l'intérieur de notre maison était notre affaire. Ce n'est pas une affaire, c'est un crime. Pas dans le Missouri, ça ne l'était pas. Pas quand la femme pèse 200 livres et que le mari dit à tout le monde qu'elle est tombée. Les mains de Caleb se sont crispées sur les rênes. S'il n'était pas déjà mort, il l'est et j'en suis contente. Et c'est la première fois en 4 ans que le soulagement ne s'accompagne pas de culpabilité. Elle s'est tournée pour le regarder. C'est vous qui avez fait ça. Faites quoi? Vous m'avez fait le dire sans avoir honte. Elle a fait une pause. Je n'ai jamais dit à personne la vérité sur Howard. Pas toute la vérité. Les gens voyaient une femme grosse avec un mari mort et 4 enfants, et ils écrivent leur propre histoire. Pauvre Josie. Triste Josie. Josie désespérée qui devrait être reconnaissante pour la moindre miette d'attention. Vous n'êtes pas désespéré. Non, mais je l'étais. Pendant longtemps après la mort d'Howard, j'étais si désespéré que quelqu'un me voit comme plus qu'un corps et un fardeau, que j'aurais accepté n'importe quoi, n'importe quelle gentillesse, n'importe quelle attention, même la mauvaise. Elle a secoué la tête. Tom Hawthorne comptait là-dessus. Hawthorne a proposé, si on peut appeler ça comme ça, il a proposé un arrangement, une transaction. Ma cuisine et la garde de mes enfants en échange de son nom et de son argent. Qu'avez-vous dit? Je lui ai demandé de nommer une chose qu'il admirait chez moi. Pas ce que je pouvais faire, mais qui j'étais. Josie a presque souri. Il n'a pas pu. Caleb est resté silencieux un long moment. Puis il a dit, « Vous êtes courageuse. Ce n'est pas le mot que la plupart des gens utilisent. La plupart des gens ont tort. » Il a arrêté le chariot et s'est tourné pour lui faire face complètement. « Josie, je dois dire quelque chose et j'ai besoin que vous l'entendiez sans vous enfuir. » Son cœur a cogné contre ses côtes. « Ne faites pas ça. Vous êtes la personne la plus forte que j'ai jamais rencontrée. Et je ne parle pas de vos bras, bien que considérables. » Quelque chose de chaleureux a vacillé dans ses yeux. « Je veux dire, vous avez élevé 4 enfants seuls après qu'un homme ait essayé de vous briser. Vous avez bâti une entreprise à partir de rien. Vous avez ouvert votre porte à un étranger gelé alors que vous aviez toutes les raisons de la garder fermée. Vous avez dit non à Tom Hawthorne alors que dire oui aurait résolu tous les problèmes pratiques de votre vie. Caleb, je n'ai pas fini. » Sa voix était calme mais inébranlable. « Je ne cherchais pas ça. Je ne cherchais rien du tout. J'étais juste un homme avec un cheval mort qui essayait de ne pas mourir. Mais vous m'avez laissé entrer. Et maintenant, je ne peux pas m'empêcher de revenir. Et j'ai besoin que vous sachiez que ce n'est pas parce que je suis seul, ou parce que vous êtes pratique, ou parce que j'ai pitié de vous. Alors pourquoi? Parce que vous redonnez un sens au monde. Il l'a dit simplement, comme il disait tout ce qui comptait. Parce que quand je suis assis à votre table, buvant votre café, j'ai l'impression d'être à ma place. Je n'ai pas ressenti ça depuis Emmeline. La gorge de Josie s'est nouée. Ses yeux la brûlaient. Elle a agrippé le bord du siège du chariot et a fixé ses propres jointures, blanches et larges. Et elle a senti le sol se dérober sous tout ce qu'elle avait cru d'elle-même. « J'ai 44 ans, a-t-elle murmuré. Je suis grosse et fatiguée, et j'ai 4 enfants qui ont besoin de moi. Je ne peux pas me permettre de me tromper. Je sais, les gens diront des choses terribles. Ils le font déjà. Sur vous aussi. Ils diront que vous êtes désespéré. Ils diront que vous vous contentez de peu. Ils diront que vous profitez de la grosse veuve parce qu'aucune femme respectable ne voudrait de vous. Laisse-les dire. Vous vous en fichez? Je me soucie de ce que vous dites. C'est tout. C'est toute la liste. » Elle ne pouvait pas le regarder. Si elle le regardait, elle pleurerait. Et si elle pleurait, elle tomberait. Et si elle tombait, elle ne savait pas si elle survivrait à l'atterrissage. Parce que Howard avait dit de jolies choses aussi au début. Howard lui avait donné l'impression d'être choisi. Et puis il avait passé 10 ans à lui faire sentir qu'elle ne valait rien. « Je ne peux pas faire ça à Billings, a-t-elle dit. J'ai du pain à vendre, je sais. » Il a repris les rênes. « J'avais juste besoin que vous sachiez où j'en suis. Et où en êtes-vous? Juste à côté de vous. Aussi longtemps que vous me le permettrez. » Ils ont fait le reste du chemin sans parler. Mais le silence était différent maintenant, chargé et fragile, comme l'air avant qu'un orage n'éclate. La rencontre avec Whitaker s'est bien passée. C'était un homme rond et joyeux qui a goûté le pain de Josie et a immédiatement doublé sa commande. Il n'a pas regardé son corps, il n'a pas commenté sa taille. Il a regardé son pain et a vu une femme qui connaissait son métier.
Madame Braddock, a-t-il dit en lui serrant la main, vous avez un don. Je prendrai tout ce que vous pouvez produire. Sur le chemin du retour, Josie a ressenti quelque chose qu'elle reconnaissait à peine. Pas de l'espoir cette fois, quelque chose de plus solide. La possibilité, le sentiment que sa vie pourrait être plus que de la survie, qu'elle pourrait réellement choisir quelque chose au lieu de simplement endurer ce qui était choisi pour elle. Elle a regardé le profil de Caleb dans la lumière déclinante, sa mâchoire forte, ses cheveux parsemés d'argent, et la patience tranquille dans chaque ligne de son corps. J'ai besoin de temps, a-t-elle dit. Je sais, j'ai besoin de réfléchir à ça sans que vous soyez assis à 1 mètre de moi, rendant la réflexion impossible. Sa bouche a tressailli. Je rends la réflexion impossible? Ne vous montez pas la tête. Trop tard. Elle a presque ri. Presque. Je suis sérieuse, Caleb. Il ne s'agit pas seulement de moi. J'ai 4 enfants qui ont déjà survécu à un mauvais choix. Je ne les ferai pas passer par un autre. Je ne le ferai jamais. Je sais que vous ne le feriez pas. Mais j'ai besoin d'en être sûr. J'ai besoin qu'ils en soient sûrs. Elle a pris une profonde inspiration. Donnez-moi 2 semaines. Ne passez pas. N'envoyez pas de nouvelles. Ne passez pas devant ma maison en prétendant vérifier des clôtures. 2 semaines et puis nous parlerons. Il a hoché la tête. 2 semaines. Il l'a déposé à sa porte et est parti sans se retourner. Ce que Josie a apprécié, car elle pleurait avant qu'il n'atteigne le bout de la route. Et elle ne voulait pas qu'il le voie. Les 2 semaines ont été les plus longues de sa vie. Elle a fait du pain. Elle a nettoyé. Elle a raccommodé tout ce qui avait besoin d'être raccommodé dans la maison et certaines choses qui n'en avaient pas besoin. Elle restait éveillée la nuit, fixant le plafond, se disputant avec elle-même dans le noir. Clara l'a remarqué mais n'a rien dit. Sam a demandé une fois si Caleb venait samedi et a accepté le pas cette semaine de Josie sans insister. Et Ellie demandait tous les jours et était déçue à chaque fois. Ruth a dessiné quelque chose sur un sac de farine et l'a laissé sur l'oreiller de Josie. C'était une image d'une maison plus grande que la leur, avec de la fumée sortant de la cheminée, et 5 personnages devant. 4 petits, 1 grand, et sur le côté, un peu à l'écart, mais tourné vers eux, un 6e personnage, grand, seul. Josie a tenu le dessin et a pleuré. Le 10e jour, Lucille Garrett est venue à sa porte. Josie a ouvert, en s'attendant à n'importe qui d'autre. La femme du pasteur collectant pour les pauvres, une voisine empruntant du sucre, même Tom Hawthorne faisant une autre tentative. Mais pas ça. Pas Lucille Garrett dans son beau manteau de laine, avec ses cheveux parfaits et son sourire de porcelaine. Debout sur le porche usé de Josie comme une reine visitant les quartiers d'une servante. « Madame Braddock », a dit Lucille, sa voix assez douce pour faire pourrir les dents. « Puis-je entrer? » « Pourquoi? »« Oh, j'aimerais vous parler de femme à Sfonsamon. » Tout dans le corps de Josie disait non. Mais elle s'est écartée parce que refuser l'entrée à Lucille Garrett ressemblait trop à admettre qu'elle avait peur d'elle. Lucille s'est assise à la table de la cuisine et a croisé ses mains gantées. Ses yeux faisaient l'inventaire de tout. Les rideaux rapiécés, la table marquée, les manteaux des enfants accrochés près de la porte, chacun raccommodé au moins 2 fois. « Je serai direct, » a dit Lucille. « Moi, je sais pour vous et Caleb Drummond. Il n'y a rien à savoir. Il vous a emmené à Billings samedi dernier. Il livre votre pain. Il passe du temps ici avec vos enfants. » Le sourire de Lucille s'est aiguisé. Les gens parlent, Madame Braddock. Les gens parlent toujours. C'est leur divertissement le moins cher. Je ne suis pas ici pour bavarder. Je suis ici pour vous aider. M'aider? Oui. Lucille s'est penchée en avant et ses yeux étaient brillants et durs. Et comme un chat regardant une souris à court d'options. Parce que je vous aime bien, Josie. Je vous ai toujours aimé. Et je détesterais vous voir vous ridiculiser pour un homme. L'utilisation de son prénom était délibérée. Une manœuvre de pouvoir déguisée en intimité. Dites ce que vous êtes venu dire, Madame Garrett. Caleb Drummond est un homme seul dans un ranch vide. Il a perdu sa femme et a passé 8 ans en deuil. Et maintenant, il s'est accroché à la première femme qui lui a montré de la gentillesse. Ce n'est pas de l'amour, c'est du désespoir. Vous êtes venu jusqu'ici pour me dire ça? Je suis venu vous dire ce que tout le monde en ville dit. La voix de Lucille est tombée à un murmure conspirateur. Ils disent qu'ils vous utilisent. Qu'un homme comme lui, beau, propriétaire, encore fort, pourrait avoir n'importe quelle femme du territoire. Et au lieu de ça, il passe son temps avec...
Elle a fait une pause, et ses yeux parcourant délibérément le corps de Josie. Eh bien, vous, les mots ont atterri exactement là où ils étaient visés. Dans l'endroit doux et meurtri où Josie gardait chaque chose cruelle que l'on avait dite sur son corps. Je pense que vous devriez partir, a dit Josie. J'essaie de vous éviter l'embarras. Non, Madame Garrett, vous essayez de le causer. Josie s'est levée et sa pleine hauteur et largeur ont rempli la petite cuisine. Et d'une manière qui a fait que Lucille s'est légèrement penchée en arrière sur sa chaise. Vous avez essayé de me détruire depuis mon arrivée dans cette ville. Vous avez fait en sorte que l'hôtel abandonne mon pain. Vous avez monté le magasin contre moi. Vous chuchotez sur moi à l'église et riez de moi à votre table. Et maintenant, vous venez chez moi, vous vous asseyez à ma table. Et vous me dites qu'un homme bon ne pourrait pas vouloir de moi parce que je suis grosse. Je n'ai jamais dit, vous l'avez dit avec chaque regard, chaque murmure, chaque fois que vous vous êtes assuré que je sache que je n'étais pas la bienvenue. La voix de Josie tremblait, mais elle n'a pas arrêté. J'ai passé toute ma vie à m'entendre dire que j'étais trop. Trop grande, trop bruyante, trop simple, trop lourde. Ma propre mère s'excusait pour mon apparence. Mon mari a utilisé mon corps comme une raison pour me faire du mal. Et je les ai crus. Tous. Je croyais que je n'étais pas aimable, Madame Burdock. Bon, mais je ne le suis pas. Les mots sont sortis féroces et bruts, arrachés d'un endroit si profond que Josie ne savait pas qu'il existait. Je ne suis pas inaimable. Je suis forte et je suis gentille. Et j'ai gardé 4 enfants en vie malgré un mari mort, une ville sans issue et des gens comme vous. Et si Caleb Drummond voit quelque chose en moi que vous ne pouvez pas y voir, ce n'est pas son problème ni le mien, c'est le vôtre. Lucille s'est levée, son sang-froid se fissurant pour la première fois. Vous vous donnez en spectacle. Bien, il est temps que quelqu'un dans cette ville donne un spectacle qui vaille la peine d'être vu. Il vous quittera. Les hommes quittent toujours les femmes comme vous. Peut-être. Mais au moins, je saurai que je n'ai pas laissé une femme comme vous décider de ma vie à ma place. Lucille a rassemblé son manteau, son visage marbré de rouge et de blanc, son sang-froid parfait en ruine. Elle s'est arrêtée à la porte. Vous le regretterez. J'ai regretté beaucoup de choses, Madame Garrett. Me défendre ne sera pas l'une d'elles. La porte s'est refermée. Josie est restée seule dans sa cuisine, tremblant de la tête aux pieds. Son cœur battait si fort qu'elle pouvait le sentir dans ses dents. Puis elle l'a entendu. Des applaudissements, lents, réguliers, venant de la pièce du fond. Clara a traversé le rideau, son visage ruisselant de larmes, ses mains toujours jointes. « Maman », a-t-elle dit. C'était la chose la plus courageuse que j'ai jamais vue. Sam est apparu derrière Clara, la mâchoire serrée, les yeux brillants. Ruth était là aussi, pressée contre le côté de Sam, mais regardant Josie avec quelque chose de nouveau dans son expression. Pas de la peur, pas de la prudence, de la fierté. Ali a bousculé tout le monde et s'est jeté sur les jambes de Josie. « Maman, tu as fait partir la méchante dame. » Josie l'a soulevée, ses 40 livres, et l'a serrée contre sa poitrine. Clara est venue ensuite, enroulant ses bras autour de la taille de Josie. Puis Sam, ses bras minces l'encerclant aussi loin qu'il le pouvait. Et enfin, après un long moment, Ruth. La petite et silencieuse Ruth qui a pressé son visage dans la jupe de Josie et s'est accrochée à 2 mains. Josie se tenait dans sa cuisine, entourée de ses enfants, et elle a senti le dernier mur en elle s'effondrer. Pas celui qu'elle avait construit contre les hommes, pas celui qu'elle avait construit contre la ville, celui qu'elle avait construit contre elle-même, celui qui disait qu'elle n'était pas assez, qu'elle était trop de mauvaises choses et pas assez des bonnes, que l'amour était quelque chose que d'autres méritaient, mais qu'elle n'aurait jamais. Elle était assez, elle avait toujours été assez. Il a juste fallu une femme méchante sur son porche et 4 enfants dans ses bras pour qu'elle le croie. Les 2 semaines n'étaient pas encore écoulées. Il lui restait 4 jours. Mais Josie a marché jusqu'à la table, s'est assise et a sorti le dessin du sac de farine de la poche de son tablier. Celui que Ruth avait dessiné avec les 6 personnages et le grand homme à l'écart. Elle l'a regardé pendant un long moment. Puis elle s'est tournée vers Clara. « J'ai besoin que tu surveilles les enfants demain matin. »« Où vas-tu? »« À Timber Ridge. » Clara a étudié le visage de sa mère. « Tu es sûre? »« Je n'ai jamais été plus sûre de quoi que ce soit dans ma vie. » Clara a hoché la tête et pour la première fois depuis des mois, elle a souri. Pas le sourire vif et défensif qu'elle portait comme une armure. Un vrai.
Le sourire d'une fille de 14 ans qui, juste pour un instant, était autorisée à croire que de bonnes choses pouvaient arriver aux gens qui les avaient méritées. Dis-lui, a dit Clara doucement, que s'il te brise le cœur, il aura affaire à moi. Il le sait déjà. Elle est partie à cheval à la première lueur sur un mulet emprunté, parce que le chariot était trop lent et sa fierté trop grande pour marcher. Le matin était glacial. Le genre qui gèle l'intérieur de votre nez et transforme votre souffle en nuages qui flottent dans l'air comme des fantômes. Josie portait son manteau le plus épais et les vieux gants d'Howard. La seule chose de lui qu'elle avait gardé parce qu'ils étaient doublés de fourrure de lapin. Et le sentiment n'avait pas sa place dans un hiver du Montana. 15 miles. Elle n'avait jamais parcouru 15 miles seule. Elle en avait à peine parcouru 5. Mais le mulet était stable et la route praticable. Et chaque fois qu'elle pensait à faire demi-tour, elle entendait la voix d'Eli demander « Tu ne te sens pas seule ?» et la voix de Clara disant « Dis-lui qu'il aura affaire à moi. » Et elle a continué. Elle a trouvé Timber Ridge en milieu de matinée. Le ranch était situé dans une vallée traversée par un ruisseau gelé. La maison était petite mais bien construite, de la fumée s'échappant de la cheminée. Le cheval de Caleb était dans le corral. Ses bottes avaient laissé des traces fraîches entre la grange et la maison. Josie est descendue et attaché le mulet à la clôture et s'est tenue dans la cour, comme une femme qui avait perdu la tête. Parce qu'elle l'avait perdu. Elle avait perdu l'esprit prudent, précautionneux et autoprotecteur qui l'avait maintenu en vie pendant 4 ans. Et à sa place, il y avait quelque chose d'imprudent, de terrifié et d'absolument certain. La porte s'est ouverte. Caleb se tenait dans l'encadrement, une tasse de café à la main, sa chemise sortie, ses cheveux lâches sur ses épaules. Il l'a regardé et n'a pas bougé. « Ça ne fait pas 2 semaines, a-t-il dit. « Je sais, tu as dit 2 semaines. Tu as été très précise. J'ai changé d'avis. Sur les 2 semaines ou sur moi? » Sur le fait d'attendre. Elle a fait un pas en avant. Ses jambes tremblaient, et pas à cause du trajet. J'ai attendu toute ma vie, Caleb. Attendu d'être assez mince, assez bonne, assez digne. Attendu que quelqu'un me donne la permission de vouloir quelque chose pour moi-même. J'ai fini d'attendre. Il a posé la tasse de café sur la balustrade. Il a descendu les marches du porche lentement. Comme on approche une chose sauvage qu'on ne veut pas effrayer. Il s'est arrêté à 1 mètre d'elle, assez près pour qu'elle puisse voir le pouls dans sa gorge. Et la façon dont ses yeux gris étaient devenus sombres et féroces. « Qu'est-ce que tu dis, Josie? » Elle l'a entendu, son nom. Pas Madame Braddock, pas Madame. Josie. Le son de ce nom dans sa voix basse et rauque a fait craquer quelque chose en elle. Quelque chose qu'elle avait soudé le jour où Howard avait levé la main pour la première fois. Je dis oui. Sa voix s'est brisée sur le mot. Aux livraisons de pain, au voyage à Billings, à Sam qui vient le samedi et à tout ce que tu offres. Je dis oui à tout ça. Tout ça couvre beaucoup de terrain. Je sais ce que ça couvre, Josie. Il a fait un pas de plus, assez près pour la toucher. Il ne l'a pas touché. J'ai besoin que tu sois sûr, parce que si tu dis ça et que tu le retires, je ne suis pas sûr de survivre. Je suis sûr, même en sachant ce que les gens diront. Lucille Garrett est venue chez moi hier. Elle m'a dit que tu étais désespéré, que j'étais une idiote et qu'aucun homme ne pourrait jamais vraiment vouloir de moi. Josie a levé le menton et je lui ai dit qu'elle avait tort devant mes enfants. Clara a applaudi. Le visage de Caleb a fait quelque chose d'extraordinaire. Il s'est ouvert. Tous les murs prudents et la patience gardée se sont dissous d'un coup. Et en dessous, il y avait un regard si brut de désir, d'espoir et de joie à peine contrôlé que Josie a senti ses genoux faiblir. Oui, Clara a applaudi, a-t-il répété. Elle l'a fait. Clara qui m'a dit qu'elle s'en occuperait si je te faisais du mal. La même Clara. Et tu as parcouru 15 miles sur un mulet pour me dire ça. Le mulet s'appelle Herbert. Il a été très patient. Caleb a ri. Un vrai rire, plein et profond, jaillissant de quelque part qu'il avait gardé scellé pendant 8 ans. Ça a transformé son visage, l'a fait paraître plus jeune, moins sculpté par le chagrin. Plus comme l'homme qu'il aurait pu être si le monde ne lui avait pas tant pris. Puis il a tendu les mains vers elle, les 2 mains lui enserrant le visage comme on tient quelque chose de précieux. Ses paumes rugueuses et chaudes contre ses joues froides, ses pouces essuyant les larmes qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle versait. « Je t'aime, a-t-il dit. Je t'aime depuis que tu t'es agenouillé sur le sol de ta cuisine et que tu as réchauffé mes mains avec ton souffle. Je t'aime depuis que tu m'as dit que ton mari te frappait
et que tu n'as pas bronché en le disant. Je t'aime depuis que je t'ai vu ramasser du pain dans la terre et te relever comme une reine. Tu as vu ça? J'étais au magasin d'aliments pour animaux. J'ai tout vu. Sa voix s'est enrouée. Je voulais casser la mâchoire de Bellum. Toi et Sam, tous les deux. J'aime ton garçon. J'aime tous tes enfants. J'aime qu'Eli me donne des pierres. Que Clara menace ma vie et que Sam veuille tout apprendre. Et Ruth? Il a fait une pause, sa voix s'étranglant. Ruth m'a fait un dessin. Quoi? La dernière fois que j'étais chez toi, elle l'a laissé sur ma selle quand je ne regardais pas. Un cheval brun avec une étoile blanche. Il a dégluti difficilement. Elle m'a dessiné un cheval pour remplacer celui que j'ai perdu. Josie a pressé ses mains sur les siennes, les tenant contre son visage. Elle ne fait pas ça. Elle ne donne pas de choses aux hommes. Elle ne l'a pas fait depuis Howard. Je sais ce que ça signifie. Son front est venu se poser contre le sien. Je sais ce que tout ça signifie. Et je te le jure, Josie Braddock, sur la tombe d'Emmeline et sur ma propre vie sans valeur. Je ne lèverai jamais la main sur toi ou sur ses enfants. Je ne te ferai jamais sentir petite. Je ne te ferai jamais regretter d'avoir ouvert cette porte. Je te crois. Dis-le encore. Je te crois, Caleb Drummond. Il l'a embrassé. Et Josie, qui n'avait pas été embrassée par un homme qui le pensait vraiment depuis plus longtemps qu'elle ne pouvait s'en souvenir. Elle a senti le monde basculer sur son axe et se réinstaller en quelque chose de nouveau. Sa bouche était chaude, prudente et désespérée à la fois. Et ses mains sont restées sur son visage, douces comme tout. Et quand ils se sont finalement séparés, ils tremblaient tous les deux. « Eh bien, a dit Josie, sa voix mal assurée, ça valait bien 15 miles sur un mulet. »« Seulement 15? Ne tente pas ta chance. » Ils sont restés dans la cour, front contre front, se respirant l'un l'autre. Et pendant un instant, le monde entier n'était que ça. Deux personnes brisées se choisissant un matin gelé dans le Montana. Et le courage extraordinaire, impossible, de décider que l'amour valait le risque. « Entre, a dit Caleb. Je te ferai du café. Ton café est horrible. J'y ai goûté. Alors fais le tien. Ma cuisine est la tienne. » Elle a entendu le poids sous les mots. Et pas seulement le café. Pas seulement une cuisine. Une vie, une maison. Un endroit où elle pourrait arrêter de se battre et commencer à construire. « Montre-moi, a-t-elle dit. » Il lui a montré la maison. Petite mais solide. Propre comme la maison d'un homme est propre quand il n'a rien dedans qui vaille la peine d'être sali. Une chambre avec une courte pointe qu'Émiline avait faite. Une cuisine avec un poêle qui avait besoin d'être noirci et des étagères qui avaient besoin d'être remplies. Et une fenêtre qui donnait sur la vallée, le ruisseau et la vaste campagne au-delà. « Ce n'est pas grand-chose, a dit Caleb en observant son visage. C'est honnête. Je préfère l'honnête au joli. » Elle a passé la main sur le comptoir de la cuisine. « Je pourrais travailler ici. Avec un plus grand four et de meilleures étagères, je pourrais doubler ma production. Je construirais tout ce dont tu as besoin. Et les enfants, ils auraient chacun besoin d'espace. Clara a 14 ans. Elle a besoin d'intimité. Et Sam a besoin d'un endroit pour étudier. Ruth a besoin d'un coin tranquille pour dessiner. Et Ellie a besoin d'espace pour courir. Je sais. Caleb s'est appuyé contre le cadre de la porte. J'y ai pensé. Le grenier de la grange peut être aménagé pour Sam. Je peux ajouter une pièce à l'arrière pour Clara. Ruth peut avoir l'alcôve près de la cheminée où il fait le plus chaud, et Eli peut avoir tout l'extérieur. Josie l'a regardé fixement. « Tu as pensé à ça? »« Je n'ai pensé à rien d'autre depuis 2 mois. Tu as construit des chambres pour mes enfants dans ta tête? J'ai construit des chambres pour nos enfants. » Il l'a dit prudemment, testant le mot. « Si ça te va. » Nos enfants. Josie a pressé sa main sur sa poitrine, sentant la douleur de quelque chose qui se dilatait et qui avait été comprimé trop longtemps. « Ça me va, a-t-elle murmuré. C'est plus que ça me va. Ils ont passé la matinée à faire des plans, de vrais plans, avec des délais et des matériaux. Et les mathématiques pratiques de la combinaison de 2 vies en une seule. Josie garderait la cabane à Stillwater Creek pendant l'hiver et déménagerait à Timber Ridge au printemps quand les routes seraient dégagées. Sam viendrait le samedi pour apprendre le ranch. Clara aiderait Josie à emballer et à préparer. Ils se marieraient quand le prédicateur itinérant passerait en avril. « Avril, c'est loin, a dit Caleb. Avril, c'est dans 3 mois. Vous avez attendu 8 ans. Ou vous pouvez bien attendre 3 mois de plus.
J'ai attendu 8 ans parce que je ne savais pas que vous existiez. Maintenant que je le sais, chaque jour me semble une année. C'est très romantique. Je suis sérieux. Je sais que tu l'es. C'est ce qui le rend romantique. Elle laisse rentrer chez elle en fin d'après-midi, le cœur si plein que ça faisait mal, et l'esprit déjà en ébullition avec des listes et de la logistique. Quand elle a atteint la cabane, les 4 enfants l'attendaient sur le porche. Sam avait les bras croisés. Clara avait les mains sur les hanches. Ruth se tenait légèrement derrière Sam. Eli vibrait d'impatience. Oui, et Caroline. Alors? A demandé Clara. Alors quoi, maman? A crié Eli. Tu l'as embrassé? Elijah James Braddock. Sam a dit. Elle est allée lui parler. Parler, embrasser, c'est la même chose, a dit Eli. Ah, tu l'as fait? Josie est descendue du mulet et s'est tenue devant ses enfants. J'ai parlé à M. Drummond. Nous avons fait des plans. Il va nous aider à construire une vie plus grande. Et au printemps, nous allons déménager à Timber Ridge. Silence. 4 visages traitant 4 versions différentes de la même information. Nous tous, a demandé Sam, tous ensemble, comme une famille, comme une famille. Sam a hoché la tête une fois, sec et rapide, et s'est détourné, mais pas avant que Josie ne voie son menton se contracter. Il a marché jusqu'à la pile de bois et s'est tenu le dos tourné, ses fines épaules tremblantes. Et Josie a compris que son fils de 12 ans, qui portait le poids d'un homme depuis ses 8 ans, venait de sentir ce poids se lever pour la première fois. Les yeux de Clara étaient pleins, mais sa voix était stable. « Tu lui as dit? Lui dire quoi? Qu'il aura affaire à moi. Il le sait déjà, mon bébé. Il le sait depuis la première nuit. » Clara a hoché la tête. Puis elle laisse rentrer sans un mot de plus, et Josie l'a entendu pleurer par la fenêtre de la cuisine, doucement et en privé. Pas comme Clara faisait tout. Eli a poussé un cri de joie et a couru en cercle dans la cour en criant « On va avoir un ranch, on va avoir des chevaux, Monsieur Drummond va me montrer où sont les grenats. » Et Ruth, la petite et silencieuse Ruth. Elle s'est approchée de Josie, a pris sa main et l'a tenue sans rien dire. Ses yeux sombres, regardant sa mère avec une expression que Josie n'avait jamais vue sur le visage de sa fille auparavant. La confiance. Pas la confiance prudente et conditionnelle que Ruth accordait au monde, mesurée en fractions. C'était quelque chose d'entier, d'inconditionnel et de terrifiant dans sa complétude. Et Josie savait que ce n'était pas à propos de Caleb. C'était à propos d'elle. Ruth faisait confiance à sa mère pour faire le bon choix cette fois. Ruth croyait que sa mère était assez forte, assez sœur et assez courageuse pour connaître la différence entre un homme qui blesse et un homme qui guérit. Josie s'est agenouillée dans la neige et a pris Ruth dans ses bras. « Je ne me tromperai pas, a-t-elle murmuré. Pas cette fois. » Ruth a pressé son visage dans le cou de Josie et a murmuré en retour si bas que seule une mère pouvait l'entendre. « Je sais, maman. » Les semaines qui ont suivi ont passé vite et durement. Caleb venait tous les samedis, et chaque samedi, le ranch se rapprochait un peu plus d'être prêt. Sam travaillait à ses côtés comme une ombre, apprenant à réparer les clôtures, à vérifier le bétail et à lire le temps dans les nuages. Eli les suivait tous les deux, bavardant sans cesse, ramassant des pierres, des bâtons et tout ce que la nature sauvage du Montana offrait. Clara a gardé ses distances au début. Elle observait Caleb comme un faucon observe un champ, cherchant le moindre signe de danger. Elle le testait avec des mots vifs, des silences froids et la cruauté particulière que seule une fille de 14 ans effrayée peut produire. Caleb a tout encaissé sans broncher. Un samedi de février, Clara transportait de l'eau du puits quand la poignée du seau s'est cassée, et 5 gallons d'eau glacée l'ont trempée de la taille aux pieds. Elle laisse rester dans la cour, trempée et furieuse, les dents claquant, trop fière pour pleurer et trop froide pour bouger. Caleb était à ses côtés en quelques secondes. Il a enlevé son manteau et l'a enroulé autour de ses épaules sans demander la permission. « Rentre, change de vêtements. Je vais réparer la poignée. Je peux la réparer moi-même. Je sais que tu le peux, mais tes lèvres sont bleues et ta mère me tuera si tu attrapes une pneumonie sous ma surveillance. Je n'ai pas besoin de ton aide. » « Non, tu n'en as pas besoin. » Il s'est accroupi et a ramassé le seau cassé. « Mais je te la propose quand même. C'est ce que fait la famille. » Clara s'est raidie. « Tu n'es pas ma famille. » « Pas encore. » Il a levé les yeux vers elle.
ses yeux gris patients, stables et complètement sans défense. Mais j'aimerais l'être, si tu me le permets. Mon père disait des choses comme ça aussi. Je sais qu'il le faisait. Et il mentait. Caleb s'est levé lentement, le seau cassé à la main. Je ne suis pas ton père, Clara. Je ne le prouverai pas avec des mots. Je le prouverai en venant chaque samedi, en réparant ce qui est cassé, et en ne levant jamais la voix ou la main sur quiconque dans cette famille. Et s'il te faut 10 ans pour me croire, je serai encore là la 11e année. Clara l'a regardé fixement, ses cheveux mouillés collés à son visage, le manteau de Caleb l'engloutissant. Son menton a tremblé. 11 ans, c'est long, a-t-elle dit. Tu vaux l'attente. Quelque chose s'est brisé sur le visage de Clara. Pas un effondrement, mais une ouverture, comme une porte qui avait été clouée et qui s'ouvrait lentement sur ses gonds. Elle ne l'a pas serré dans ses bras, elle n'a pas souri, mais elle a resserré son manteau autour de ses épaules et est rentrée. Et quand elle est revenue en vêtements secs, elle lui a tendu une tasse de café sans qu'on le lui demande. C'était la première chose qu'elle lui avait donnée librement. Caleb l'a prise à 2 mains et a dit « Merci, Clara. N'en fais pas toute une histoire. Je n'y penserai même pas. » Elle s'est assise sur le porche et l'a regardé réparer le seau. Et elle n'est pas partie avant qu'il ait fini. Cette nuit-là, après que les enfants se soient endormis, Josie a trouvé le manteau accroché près de la porte. Clara l'avait soigneusement plié. Comme on plie quelque chose qui compte. Josie a pressé son visage dans la laine rugueuse et a senti l'odeur de la fumée de bois, du cuirir et l'odeur particulière qui n'appartenait qu'à Caleb. Et elle a remercié Dieu, la chance ou toute autre force qui gouvernait la vie des grosses veuves du Montana, d'avoir envoyé un homme qui comprenait que les murs les plus difficiles à franchir étaient ceux construits par des enfants effrayés. Mars a apporté le pire blizzard de la saison. Il est arrivé sans prévenir, le ciel passant du gris au noir en 1 heure. Le vent s'est levé en un hurlement qui a secoué les murs de la cabane. Josie avait les enfants à la maison et le poêle allumé. Mais la température a chuté si vite que l'eau dans le seau de la cuisine a commencé à geler. Oh, puis les coups sur la porte. Pas Caleb, cette femme, Agnes Hargrove, la veuve de la pension, 70 ans et dure comme du cuir de sel, debout sur le porche de Josie, avec de la neige dans ses cheveux gris et de la panique dans les yeux. Les Preston a halté Agnes, une jeune famille qui a emménagé le mois dernier. Leur cabane est sur la route du Nord. Le toit s'est effondré sous la neige. La femme est dedans avec 2 bébés et le mari est à Billings. Comment le savez-vous? Leur fils aîné a réussi à arriver chez moi. Il a 7 ans. Il a marché un demi-mile dans cette tempête, pieds nus. Josie n'a pas hésité. Clara, tu es responsable. Verrouille la porte. N'ouvre à personne. Maman, tu ne peux pas sortir par ce temps. Une femme est piégée avec 2 bébés et sans toi. J'y vais, alors je viens. Tu restes avec ton frère et tes sœurs. Josie a enfilé son manteau et a attrapé le fusil. Agnes, où exactement? Route du Nord, après la fourche du ruisseau. Mais Josie, la neige est déjà jusqu'à la taille. Tu n'y arriveras jamais à pied. Alors je prendrai le mulet. Le mulet mourra là-dedans. Le mulet est têtu, et moi aussi. Josie a ouvert la porte et le vent a failli la renverser. Elle a poussé, la tête baissée, les jambes avançant dans la neige. Elle était à 50 mètres de la maison quand elle a entendu le cheval. Caleb est sorti de la tempête comme une apparition. Son cheval était en sueur et avait les yeux fous. Son manteau était blanc de glace. Et l'expression sur son visage quand il l'a vu était de la peur pure et non diluée. « Josie, qu'est-ce que tu fais dehors? » Le toit de la cabane des Preston s'est effondré. Une femme et 2 bébés. Il n'a pas perdu une seconde. Il s'est penché, a attrapé son bras et l'a hissé derrière lui sur le cheval. « Tiens-toi bien. » Elle a enroulé ses bras autour de sa taille et s'est accrochée alors que le cheval plongeait dans les congères. Le monde était blanc et hurlant. Ntal ne pouvait pas voir 1 mètre devant eux, mais Caleb chevauchait comme un homme qui avait vécu dans les tempêtes toute sa vie, lisant le terrain au toucher, trouvant la route à l'instinct. Ils ont atteint la cabane des Preston en 20 minutes. Le toit s'était affaissé sous la neige, effondrant la moitié arrière de la structure. À travers les poutres brisées, Josie pouvait entendre une femme crier et des bébés pleurer. Caleb était descendu du cheval avant qu'il ne s'arrête. Il a arraché les poutres tombées à main nue, jetant le bois de côté comme des brindilles.
Josie s'est faufilée à travers la brèche qu'il a créée. Elle a trouvé Sarah Preston blottie dans le coin de la structure restante. Son corps recroquevillé sur deux nourrissons qui hurlaient. Du sang coulait d'une coupure sur son front. Donnez-les-moi, a dit Josie. Je ne peux pas bouger ma jambe. Une poutre était tombée sur la cheville de Sarah. Josie a calé son épaule contre elle et a poussé. Son dos large, ses bras épais, le corps que Cédeville avait moqué et rejeté. Elle a soulevé la poutre et l'a dégagée de la jambe de la femme. Pouvez-vous vous lever? Je pense que oui. Alors levez-vous. On vous sort de là. Caleb est apparu dans la brèche, tendant les bras vers les bébés. Sarah les lui a donnés, un dans chaque bras. Ils ont crié plus fort à cause du froid, mais ils étaient vivants et entiers. Et c'était tout ce qui comptait. Josie a à moitié porté Sarah à travers les décombres. Ses propres pieds glissant sur la glace, ses poumons brûlant dans l'air gelé. Caleb avait les bébés contre sa poitrine, son manteau enroulé autour d'eux deux. Son corps était un mur entre eux et le vent. « Ma maison !» a crié Josie par-dessus la tempête. « C'est plus près. » Ils sont revenus ensemble, tous les 5 sur un cheval épuisé. Josie tenant Sarah, Caleb tenant les bébés, le vent essayant de les séparer à chaque pas. Quand ils ont atteint la cabane, Clara avait la porte ouverte, des couvertures prêtes et de l'eau chauffant sur le poêle. Parce que Clara était Clara et qu'elle se préparait toujours au pire. Ils ont fait entrer Sarah. Ils ont réchauffé les bébés. Josie a nettoyé la coupure sur le front de Sarah et a bandé sa cheville enflée. Pendant que Caleb frictionnait pour ramener la vie dans les petites mains et les petits pieds des bébés. « Vous nous avez sauvés », a murmuré Sarah, serrant la main de Josie. « Vous êtes sortis dans la tempête. Personne d'autre ne serait venu. N'importe qui l'aurait fait. » Non. Les yeux de Sarah étaient féroces. Personne dans cette ville n'aurait risqué sa vie pour nous. Nous sommes des étrangers ici. Nous n'avons pas de relation, ni d'argent, ni d'importance. Mais vous êtes venus. C'est parce que ma maman est courageuse, a dit Eli de sa place près du poêle, où il offrait solennellement son cheval de bois au plus âgé des 2 bébés. C'est la personne la plus courageuse du monde entier. Caleb a regardé Josie à travers la pièce bondée, par-dessus les têtes des enfants, des bébés et d'une femme blessée. Et dans ses yeux, elle a vu les choses qu'elle avait cessé de croire qu'elle verrait un jour dans les yeux de quelqu'un. De l'admiration. Pas pour son corps, pas malgré son corps. Pour qui elle était. Pour la femme qui avait ramassé du pain dans la terre, qui avait tenu tête à Lucille Garrett et qui avait chevauché dans un blizzard pour une étrangère. Parce que c'est ce que les gens forts faisaient. C'est ce que les bonnes personnes faisaient. Et Josie Braddock était les deux. « Ne me regarde pas comme ça », a-t-elle murmuré quand il est passé assez près pour l'entendre. « Comme quoi? Comme si j'étais quelqu'un de spécial. Tu viens de soulever une poutre d'une femme à main nue au milieu d'un blizzard. L'adrénaline, c'est tout. » Sa main a trouvé le creux de son dos, chaude et stable. « Tu es extraordinaire, Josie. Et un jour, tu arrêteras de discuter avec moi à ce sujet. N'y compte pas, je ne le fais jamais. C'est ce qui rend les choses intéressantes. » La tempête s'est calmée le matin. La nouvelle s'est répandue dans Stillwater Creek comme toujours, rapide et inarrêtable. À midi, tout le monde savait que Josie Braddock et Caleb Drummond avaient chevauché dans le pire blizzard de l'année. Pour sauver une famille qu'ils connaissaient à peine, Agnes Hargrove l'a raconté à qui voulait l'entendre. Josephine Braddock n'a pas hésité. Elle n'a pas demandé qui ils étaient ou s'ils méritaient d'être sauvés. Elle y est juste allée. Ben Whittaker l'a appris à Billings et a envoyé une lettre louant le courage de sa meilleure boulangère. Le prédicateur itinérant l'a mentionné dans son sermon suivant, sans nommer de nom. Mais tout le monde savait de qui il parlait. Et quelque chose a changé à Stillwater Creek. Pas d'un coup, pas de façon spectaculaire. Mais c'est comme une rivière gelée change quand le dégel commence. Par de petites fissures et des mouvements silencieux qui s'accumulent jusqu'à ce que tout se brise. Virgil Bellum a arrêté Josie dans la rue la semaine suivante. « Madame Braddock », a-t-il dit, et sa voix avait perdu son dédain habituel. « J'ai eu tort à propos du crédit, du sucre et de bien d'autres choses. »« Oui », a dit Josie. « Vous avez eu tort. » Il a attendu, s'attendant clairement à un pardon ou au moins à une absolution polie. Josie ne lui a donné ni l'un ni l'autre. Elle a simplement hoché la tête, a continué son chemin. Et l'a laissé avec le malaise de savoir qu'il avait été petit quand ça comptait.
Madame Hale a apporté un plat à la cabane avec des excuses si profondément enfouies dans la conversation qu'elles ont failli suffoquer avant d'atteindre la surface. J'ai peut-être dit certaines choses, a-t-elle concédé, sans croiser le regard de Josie. À propos de votre situation. Vous avez dit à votre fils de 7 ans que j'étais trop grosse pour être aimée, et il l'a répété à mon fils de 7 ans à l'école. Le visage de Madame Hale est devenu cramoisi. Je ne voulais pas qu'il le fasse. Les enfants répètent ce qu'ils entendent. C'est ainsi que la cruauté se propage. Josie a pris le plat. Merci pour ça. Et Madame Hale, la prochaine fois que vous voudrez parler de mon corps, parlez-moi, pas à votre enfant, pas à la ville, à moi. Madame Hale est partie sans un mot de plus. Et Tom Hawthorne a été le plus difficile. Il est venu à la cabane un dimanche, chapeau à la main. Il avait l'air d'un homme qui avait avalé quelque chose d'amer et d'essayer de prétendre que c'était bon. J'entends dire que des félicitations s'imposent, a-t-il dit avec raideur. Vous et Drummond. Merci, Tom. Je veux que vous sachiez que je respecte votre décision. Il a fait une pause, même si je ne la comprends pas entièrement. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Je vous ai offert la sécurité, une bonne maison, un arrangement pratique. Vous m'avez offert un travail, a corrigé Josie doucement. Caleb m'a offert une vie. Il y a une différence, n'est-ce pas? Vous m'avez demandé de nommer une chose que vous admiriez chez moi, et vous n'avez pas pu. Caleb pourrait remplir un livre. Elle l'a regardé avec une compassion sincère, parce que Tom Hawthorne n'était pas mauvais. Il était juste aveugle à ce qui comptait. Trouvez quelqu'un qui vous donne envie de remplir un livre, Tom. Ou vous le méritez aussi. Il a touché son chapeau et est parti. Et Josie l'a regardé partir avec quelque chose qui ressemblait à de la gentillesse. Il apprendrait ou pas. De toute façon, ce n'était plus son problème. Le vrai test est venu le dimanche suivant à l'église. Josie est entrée avec ses 4 enfants, la tête haute, portant sa robe propre et la broche de sa mère. La congrégation s'est retournée. Les chuchotements ont commencé. Lucille Garrett était assise au premier rang avec son mari, ou le dos raide, le visage soigneusement impassible. Josie a pris sa place habituelle près du côté. Clara était assise droite comme un i à côté d'elle. Sam tenait la main de Ruth. Eli s'agitait, puis la porte s'est ouverte et Caleb Drummond est entré. Il s'était fait beau, chemise repassée, cheveux peignés, bottes cirées. Il a descendu l'allée d'un pas assuré, celui d'un homme qui n'avait rien à prouver et rien à cacher. Et il s'est arrêté au banc de Josie. « Puis-je m'asseoir avec vous? » a-t-il demandé, assez fort pour que toute l'Église l'entende. Les chuchotements se sont transformés en un rugissement. Lucille Garrett s'est retournée sur son banc, ses yeux assez vifs pour couper du verre. Josie a regardé cet homme qui avait traversé un blizzard pour la trouver, qui avait construit des chambres pour ses enfants dans sa tête, qui avait attendu patiemment qu'une fille effrayée apprenne à lui faire confiance. C'était d'homme qui avait regardé la grosse veuve de Garrison Road et avait vu quelqu'un qui valait la peine d'être choisi. Oui, a-t-elle dit, vous le pouvez. Il s'est assis à côté d'elle, son épaule touchant la sienne, solide et chaude. Eli a immédiatement grimpé sur ses genoux. Sam s'est assis un peu plus droit. Ruth s'est rapprochée de Josie, mais n'a pas reculé. Et Clara, féroce, protectrice, brisée. Clara a tendu un cantique à Caleb par-dessus Josie. Il l'a pris. Leurs doigts se sont touchés. Clara n'a pas retiré sa main. Le prédicateur a commencé son sermon. Les chuchotements se sont tus et Josie Braddock était assise dans une église qui ne l'avait jamais vraiment accueillie, entourée de ses enfants et de l'homme qui l'aimait. Et elle a senti pour la première fois de sa vie qu'elle était exactement là où elle devait être. Le prédicateur itinérant est arrivé à Stillwater Creek le 2e samedi d'avril. Il montait d'un mulet fatigué et portait une Bible tenue par de la ficelle. Son nom était Révérend Amos Wilder. Il mariait les gens, enterrait les morts et baptisait les bébés. Il parcourait 300 miles du territoire du Montana. Et il faisait tout cela avec le même calme et la même patience. Josie l'a rencontré à la pension d'Agnes Hargrove le jour de son arrivée. « Madame Braddock, a-t-il dit en lui serrant la main avec les 2 siennes. Agnes me dit que vous allez vous marier. C'est exact. Elle me dit aussi que toute la ville a des opinions à ce sujet. Toute la ville a toujours des opinions. J'ai arrêté d'écouter. Wilder a souri. C'était un homme mince aux yeux bienveillants. Il avait l'air de quelqu'un qui avait passé la plupart de sa vie à l'extérieur. Les bonnes opinions ne coûtent pas cher. L'amour, si,
C'est quand? Samedi prochain? À l'église. S'ils veulent bien de nous. Ils voudront bien de vous. Je m'en assurerai. Josie a passé la semaine avant le mariage dans un état de terreur contrôlée. Elle a cuit 30 pains parce que c'était ce qu'elle faisait quand ses mains avaient besoin d'être occupées et que son esprit avait besoin d'être calme. Elle a raccommodé chaque vêtement de la maison. Elle a frotté des sols qui étaient déjà propres. Clara a observé tout cela avec la patience éclairée d'une fille qui comprenait sa mère mieux qu'elle ne se comprenait d'elle-même. Tu as peur, a dit Clara un mercredi soir. Josie attaquait la table de la cuisine avec une brosse, où elle y mettait assez de force pour en décaper le vernis. Je nettoie. Tu paniques. Je nettoie en paniquant. Il y a une différence. Clara a pris la brosse des mains de sa mère et l'a mise de côté. Maman, regarde-moi. Josie a regardé. Le visage de sa fille, si semblable au sien. Rond, fort, simple et beau de la manière qui comptait, celle qui durait. Il n'est pas papa, a dit Clara. Je le sais. Vraiment? Parce que tu as frotté cette table 3 fois aujourd'hui. Et la dernière fois que tu as fait ça, c'était la veille de l'enterrement de papa. Josie s'est assise lourdement. Je n'ai pas peur de Caleb. Alors de quoi? J'ai peur d'être heureuse. Les mots sont sortis avant qu'elle ne puisse les arrêter. Brute, honnête et terrible. J'ai peur que si je me laisse croire que c'est réel, ah oui, réel, quelque chose me l'enlève. Parce que c'est ce qui arrive toujours. Chaque fois que j'ai tendu la main vers quelque chose de bon, le monde m'a frappé la main. Clara s'est assise à côté d'elle, pas en face, à côté, comme elle s'asseyait quand elle était petite et que les cris commençaient, et qu'elle se pressait contre le côté de Josie comme un navire contre un mur de port. Tu m'as dit une fois, a dit Clara doucement, que la solitude valait mieux que de se contenter de quelqu'un qui ne te voit pas comme il faut. Je me souviens. Caleb te voit comme il faut. Je l'ai observé pendant des mois, cherchant la fissure, attendant que le masque tombe. Il n'est pas tombé, maman, parce qu'il n'y a pas de masque. C'est juste un homme qui t'aime. Quand es-tu devenu si sage? J'ai appris d'une femme qui a ramassé du pain dans la terre et qui n'a pas pleuré avant d'être rentrée chez elle. Clara a posé sa tête sur l'épaule de Josie. Sois heureuse, maman. Tu l'as mérité. Josie a enlacé sa fille et l'a serrée contre elle, sentant le battement de cœur de Clara contre ses côtes, stable et fort. Je t'aime, Clara Jane. Je t'aime aussi. Maintenant, arrête de frotter la table avant de faire un trou dedans. Le matin du mariage, Josie se tenait devant le petit miroir de sa chambre et se regardait. Vraiment regardée, comme elle ne l'avait pas fait depuis des années. Elle était grosse. Il n'y avait pas de mots doux pour le dire, et elle avait fini d'en chercher un. Son corps était large et lourd, ses hanches larges, ses bras épais, son ventre mou de 4 grossesses et de 1000 pains. Son visage était rond et simple, les ridé aux yeux et à la bouche, buriné par le soleil, le vent et 44 ans de vie difficile. C'était le corps qui avait survécu à Howard Braddock, qui avait porté 4 enfants, les avait mis au monde, les avait nourris et les avait gardés au chaud pendant 4 hivers du Montana, qui avait pétri assez de pâte pour nourrir un territoire et soulever une poutre d'une femme piégée au milieu d'un blizzard, qui était entré dans les magasins, les églises et le jugement froid des étrangers, et avait refusé de disparaître. Toi, a dit Josie à son reflet, tu es assez. Elle a mis la robe qu'elle s'était faite, en coton crème avec une bordure bleue au col et au poignet. Simple et propre, ajustée à son corps sans excuse. Elle a épinglé la broche de sa mère à sa gorge. Elle a brossé ses cheveux sombres jusqu'à ce qu'ils brillent et les a relevés avec les peignes en écailles de tortue que Clara lui avait données ce matin. Enveloppée dans un morceau de sac de farine et présentée avec une brusquerie qui dissimulait à peine la tendresse en dessous. « Tu es belle, maman, a dit Ruth depuis le seuil de la porte. Josie s'est retournée. Ses 4 enfants se tenaient dans le couloir étroit, vêtus de leurs plus beaux habits. Sam en pantalon qu'il avait déjà dépassé, ses cheveux plaqués avec de l'eau. Clara dans la robe bleue qu'Agnes Hargrove lui avait cousue comme cadeau de mariage. Ruth dans un tablier avec des fleurs sauvages brodées sur la poche, son propre travail de couture soigné. Eli dans une chemise qui était propre pour la première fois depuis longtemps, sa collection de pierres bombant dans les poches de son pantalon. « Vraiment? » a demandé Josie. « Tu ressembles à toi, a dit Sam. C'est assez. » L'église était pleine. Pas bondée, pas à craquer,
mais pleine de la manière qui comptait. Agnes Hargrove était assise au premier rang, ses cheveux gris relevés, le dos droit de fierté. Ben Whittaker était venu de Billings avec sa femme. Sarah Preston était là avec ses bébés, ses chevilles encore bandées, mais son visage rayonnant de gratitude. Jack Morrison et sa femme, le nouveau jeune couple de l'Ohio qui avait acheté le ranch de Margaret Chen. Des familles et des propriétés environnantes qui avaient entendu parler du sauvetage du blizzard et qui avaient décidé que quiconque assez courageux pour affronter une tempête méritait une place à son mariage. Lucille Garrett n'était pas là. Son absence était une déclaration en soi, et Josie l'a noté sans amertume. Certaines personnes changeaient, d'autres non. De toute façon, Josie avait cessé de mesurer sa valeur à l'aune de Lucille Garrett. Virgil Bellum était là, cependant, assis avec raideur au dernier rang, son chapeau sur les genoux. Il avait l'air d'un homme faisant pénitence. Madame Hale était assise 3 rangs derrière Agnes, les mains croisées, son expression soigneusement neutre. Et Tom Hawthorne n'était pas venu voir, mais il avait envoyé une note qui disait simplement « Je vous souhaite le meilleur. Vous aviez raison pour le livre. » Josie avait souri en la lisant. Caleb se tenait à l'avant de l'église avec le Reverend Wilder. Et quand Josie est apparue dans l'embrasure de la porte, il s'est complètement immobilisé. Elle a descendu l'allée avec Sam à sa gauche et Clara à sa droite. Ruth marchait derrière eux, tenant la main d'Eli, l'empêchant de courir en avant. Ce qu'il voulait clairement faire parce que Caleb était juste là et Eli avait une nouvelle pierre à lui montrer. Josie a gardé les yeux sur Caleb. Il portait un manteau sombre qu'elle n'avait jamais vu, un pantalon repassé et une chemise blanche boutonnée jusqu'au cou. Ses cheveux étaient peignés en arrière et attachés avec un cordon de cuir. Ses bottes étaient cirées, mais c'est son visage qui lui a coupé le souffle. Pas parce qu'il était beau, bien qu'il le fût, et à la manière sculptée et burinée des hommes qui avaient vécu durement et y avaient survécu, mais à cause de ce que son visage faisait. Il pleurait. Pas en sanglotant, pas en faisant une scène. Juste debout à l'autel d'une petite église de Stillwater Creek, Montana, avec des larmes coulant silencieusement sur ses pommettes saillantes, regardant la femme qu'il aimait marcher vers lui et ne faisant aucun effort pour le cacher. Josie l'a atteint et s'est arrêtée. Tu pleures, je pleure. Devant toute la ville. Je me fiche de toute la ville. Sa voix était rauque, stable et tremblante à la fois. Je me soucie de toi. Tu n'arrêtes pas de dire ça. Je continuerai de le dire jusqu'à ce que tu cesses d'être surprise. Le Reverend Wilder s'est éclairci la gorge doucement. Pouvons-nous commencer? Ils se sont fait face. Les mains de Josie dans celles de Caleb, larges et rugueuses contre des mains marquées et cailleuses. 2 paires de mains travailleuses. 2 personnes qui avaient passé leur vie à construire, à réparer et à tenir les choses ensemble à force d'obstination. Les vœux étaient simples, les mots habituels, aimer, honorer, chérir dans la maladie et la santé, pour le meilleur et pour le pire. Mais quand Caleb a dit « oui, je le veux », sa voix portait un poids qui a transformé les mots simples en quelque chose de monumental. Un homme mettant chaque partie de lui-même en jeu et défiant le monde de le prendre. Et quand Josie a dit « oui », ou « je le veux », elle a entendu l'écho de chaque voix qui lui avait dit qu'elle n'était pas assez. La voix d'Howard, la voix de Lucille Garrett, la voix de Madame Hale, la voix de Virgil Bellum, la voix de la ville, sa propre voix. La voix cruelle qui vivait dans sa tête et murmurait les pires choses à 3 heures du matin. Elle a dit « oui, je le veux » à tous, pas en accord, en défi. Je mérite ça, je mérite l'amour, je mérite un homme qui pleure en me voyant marcher vers lui. Oui, je le veux, oui. Je le veux. Oui, je le veux. Je vous déclare maintenant mari et femme, a dit Wilder. Monsieur Drummond, vous pouvez embrasser la mariée. Caleb l'a embrassée et l'église a éclaté, non pas en applaudissements polis, mais en acclamations. Agnes Hargrove était debout. Sarah Preston sanglotait. Ben Whittaker sifflait entre ses dents. Même Virgil Bellum a applaudi, bien qu'il ait semblé légèrement peiné par l'effort. Ottilie s'est libérée de l'emprise de Ruth et s'est jetée sur les jambes de Caleb en criant « Est-ce que ça veut dire que je peux t'appeler papa? » L'église s'est tue. Le cœur de Josie s'est arrêté. Caleb s'est accroupi au niveau d'Eli, ses yeux encore humides, son visage ouvert et sans défense. « Tu peux m'appeler comme tu le sens, mon garçon. »« Papa, ça c'est meilleur. Papa, ça connaît bien. Alors ce sera papa. » Eli a jeté ses bras autour du cou de Caleb et Caleb l'a tenu. Comme il l'avait tenu cette première nuit dans la cabane, prudemment,
comme quelque chose qui pourrait se casser. Mais cette fois, il a serré plus fort. Cette fois, il n'était pas un étranger à qui on donnait un cheval de bois. Il était un père à qui on donnait un nom. Sam a tendu la main. Pas une étreinte, une poignée de main. D'homme à homme. Caleb l'a prise et Sam a serré fort et a hoché la tête une fois. Et c'était tout ce qui devait être dit. Ruth s'est avancée avec quelque chose dans les mains. Un dessin son meilleur à ce jour, bas sur du vrai papier qu'Agnes lui avait donné. C'était le ranch de Timber Ridge. De la fumée s'échappant de la cheminée, 6 personnages devant. Mais cette fois, le grand personnage n'était pas à l'écart. Cette fois, il était au milieu, tenant le plus petit personnage sur ses épaules. Caleb a pris le dessin et l'a regardé pendant un long moment sans parler. Quand il a levé les yeux, ils étaient rouges et sa mâchoire travaillait. Et il a dit « Merci, Ruth. Je l'accrocherai là où je pourrais le voir chaque matin. » Ruth a hoché la tête et s'est retirée aux côtés de Josie. Mais sa main a trouvé la manche du manteau de Caleb et l'a tiré une fois avant de lâcher prise. Un geste minuscule, une confiance énorme. Clara était la dernière. Elle se tenait à l'écart des autres, les bras croisés, le menton haut. Ses yeux brillaient de larmes qu'elle ne laisserait pas couler. Caleb s'est redressé et lui a fait face. Et ils se sont regardés pendant un long moment, pendant que toute l'Église retenait son souffle. « Je n'ai pas besoin d'un père, » a dit Clara. « J'en ai eu un. Il était terrible. Je sais. Je n'ai pas besoin d'être sauvé, ni réparé, ni que quelqu'un me dise qui je suis censé être. Je n'oserais pas. » Mais sa voix s'est brisée. Elle a serré les lèvres très fort, luttant pour garder le contrôle. « Mais je pourrais avoir besoin de quelqu'un qui vient chaque samedi, même quand je suis méchante. » Même quand tu es méchante, a convenu Caleb, et qui répare les choses qui sont cassées sans qu'on le lui demande. Sans qu'on le lui demande. Et qui? Elle s'est arrêtée, ses bras se sont décroisés, son menton est tombé. L'armure qu'elle portait depuis ses 8 ans, depuis qu'elle avait vu son père frapper sa mère pour la première fois, est tombée. Et en dessous, il n'y avait qu'une fille. Une fille effrayée, pleine d'espoir, épuisée, qui voulait croire que les hommes pouvaient être doux. Et qu'elle avait le droit de se reposer. « Et qui reste ?» a-t-elle murmuré. Caleb a ouvert les bras sans la chercher, juste en ouvrant, en offrant le choix entièrement sien. Clara a franchi la distance en 2 pas et a enfoui son visage dans sa poitrine. Et ses épaules ont été secouées par les sanglots qu'elle retenait depuis qu'elle était assez grande pour les retenir. Et Caleb a enroulé ses bras autour d'elle, l'a tenue et l'a laissé pleurer. Et Josie a pressé sa main sur sa bouche et a regardé sa fille lâcher 4 ans de rage, de terreur et de vigilance, dans les bras d'un homme qui avait mérité chaque centimètre de cette confiance. « Je resterai, » a dit Caleb dans les cheveux de Clara. « Je resterai, Clara, je te le promets. » La réception a eu lieu dans la cour de l'église. Des tables étaient installées sous des peupliers nus. La nourriture était apportée par des voisins qui avaient décidé que, ouais, peu importe ce qu'ils pensaient de la grosse veuve avant, elle avait gagné leur respect. Le gâteau aux pommes d'Agnes Hargrove, le pain de maïs de Sarah Preston, des conserves et de la viande fumée. Et plus de nourriture que Josie n'en avait vu en un seul endroit depuis qu'elle avait quitté le Missouri. Josie se tenait à côté de Caleb, sa main chaude et solide dans la sienne. Et elle acceptait les félicitations de gens qui l'avaient autrefois regardée comme si elle était transparente. Certains le pensaient, d'autres jouaient un rôle. Elle ne se souciait plus de la différence. Agnes l'a attrapée seule près de la table de punch. « Ta mère serait fière, » a dit la vieille femme. « Ma mère s'excusait pour mon apparence. Ta mère était une idiote sur certaines choses et sage sur d'autres. Elle t'a élevée forte. C'est la partie sage. » Agnes lui a serré le bras. « Tu as fait quelque chose de remarquable, Joséphine. Pas le mariage, pas l'homme, bien que l'homme soit assez bien. » Elle a jeté un coup d'œil à Caleb, qui écoutait Eli expliquer les propriétés géologiques du mica. Avec l'intensité d'un homme assistant à une conférence universitaire. La chose remarquable, c'est que tu t'es choisi, avant de le choisir lui, avant de choisir cette vie. Tu t'es tenu dans ta cuisine et tu as choisi de croire que tu en valais la peine. Tout le reste en a découlé. Josie a senti les larmes lui piquer les yeux. « J'ai failli ne pas le faire. Le presque ne compte pas. Tu l'as fait. » Ah, c'est ce qui compte. Ils ont déménagé à Timber Ridge la semaine suivante. Caleb a apporté le chariot et Sam a aidé à charger les boîtes. Et Clara a tout organisé avec une efficacité terrifiante
qu'elle apportait à toutes les tâches. Ruth a transporté son matériel de dessin dans le sac qu'elle refusait de laisser toucher à quiconque. Eli a transporté Tonnerre, sa collection de pierres et une grenouille vivante qu'il avait trouvée près du ruisseau. Il était certain que Caleb voudrait l'étudier. La maison avait changé depuis la première visite de Josie. Caleb avait construit la chambre de Clara à l'arrière, petite mais privée, avec une porte qui se verrouillait de l'intérieur. Chaque fille mérite une porte qui se verrouille, avait-il dit en la montrant à Clara. Et elle a testé la serrure 3 fois avant d'être satisfaite. Le grenier de Sam dans la grange avait un vrai lit, une étagère pour les livres et une fenêtre qui donnait sur la vallée. L'alcôve de Ruth près de la cheminée était chaude et calme, avec une petite table que Caleb avait construite spécialement pour le dessin. Et Allie avait tout l'extérieur, plus une collection de bocaux sur le porche pour ses spécimens. Josie lui avait déjà dit 3 fois qu'il ne pouvait pas inclure quoi que ce soit de venimeux. La cuisine était transformée. Un plus grand four, des étagères plus profondes, une deuxième fenêtre pour la lumière. Un comptoir assez long pour 20 pains. Ouais, Josie s'y est tenue leur premier matin, a passé ses mains sur les surfaces et a senti quelque chose s'installer dans ses os. « Comment c'est? » a demandé Caleb depuis le seuil de la porte. « C'est parfait. Ce n'est pas parfait. Les étagères sont de travers. Je les réparerai. Laisse-les de travers. Je les aime de travers. Elles sont honnêtes. » Il est venu derrière elle et a enroulé ses bras autour de sa taille, son menton reposant sur le dessus de sa tête. Heureuse, terrifiée. De quoi? De tout ce que j'ai à perdre maintenant. Ses bras se sont resserrés. Tu ne perds rien. Plus jamais. Tu ne peux pas promettre ça. Je viens de le faire. Dans une église, devant Dieu et Virgil Bellum, ce qui, je suppose, couvre à la fois le ciel et la terre. Elle a ri malgré elle, se penchant en arrière dans sa chaleur solide. « Caleb Drummond, tu n'es pas aussi drôle que tu le penses, Caleb Cross. »« Quoi? » J'y pensais. Les enfants sont des Braddock. Tu étais une Braddock. Je ne veux pas qu'ils aient l'impression de perdre leur nom. Alors, tu prendrais le mien, je prendrai tout ce que tu me donneras. Il l'a retourné pour lui faire face. Mais je pensais à autre chose. Un nouveau nom pour la nouvelle vie. Josie. Et si on recommençait tous à zéro? Elle a levé les yeux vers lui. Cet homme qui avait traversé un blizzard et survécu parce qu'elle avait ouvert une porte. Quel nom? Le tien, le mien, le leur, celui que nous choisirons. Ensemble. Le nom n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de choisir. Les enfants ont choisi Drummond. Sam a dit que ça sonnait comme un tambour, ce qui était fort. Clara a dit que peu importait le son tant qu'il était mérité. Ruth n'a rien dit mais a écrit Ruth Drummond sur un morceau de papier de sa main soignée. Et l'a épinglé au-dessus de sa table à dessin. Eli a dit qu'il voulait s'appeler Ellie Tonnerre Drummond, expert en rush, et Caleb a dit qu'ils en discuteraient. Le printemps a fait place à l'été. Le ranch a prospéré. Le commerce de pain de Josie a grandi jusqu'à ce qu'elle fournisse tous les hôtels et restaurants entre Stillwater Creek et Helena. Elle a appris à Clara à faire du pain, et Clara s'est révélée avoir un don pour les tartes qui surpassait même celui de Josie. Sam travaillait le bétail avec Caleb chaque matin avant l'école, grandissant, s'élargissant et se sentant moins accablé chaque semaine. Ruth dessinait constamment, ou ses images devenant plus détaillées, plus confiantes, plus pleines de couleurs à mesure que la peur s'estompait lentement de son monde. Et Eli a trouvé des grenats dans le ruisseau, comme Caleb l'avait promis, et a déclaré que c'était la plus grande découverte de l'histoire du Montana. Par une chaude soirée de juillet, Josie était assise sur le porche de Timber Ridge et regardait le soleil se coucher sur les montagnes. Caleb était dans la grange avec Sam, terminant le travail de la journée. Clara lisait à l'intérieur. Ruth dessinait le coucher de soleil avec de nouveaux crayons de couleur que Caleb avait rapportés de Billings. Eli dormait sur la balançoire du porche, Tonnerre serré dans une main, un bocal d'eau de ruisseau contenant 2 taters dans l'autre. Josie a entendu la voix de Clara par la fenêtre ouverte, lisant à voix haute pour elle-même, comme elle le faisait parfois quand elle pensait que personne n'écoutait. Mais elle ne lisait pas un livre. Elle lisait une lettre. « Oh, chère mademoiselle Drummond, nous avons le plaisir de vous informer qu'une place vous a été réservée. C'est à l'école territoriale pour jeunes femmes de Helena. Votre candidature et la lettre de recommandation de M. Caleb Drummond ont été examinées avec grand intérêt. » Le souffle de Josie s'est coupé. Elle ne le savait pas.
Caleb ne le lui avait pas dit. Il avait écrit à l'école au nom de Clara sans dire un mot, parce qu'il avait écouté quand Clara parlait de vouloir apprendre. Et il avait agi sans qu'on le lui demande. Et il l'avait fait discrètement parce que c'était sa nature. Clara est venue à la fenêtre. Ses yeux étaient rouges. Sa voix tremblait. Maman, tu savais pour ça? Non, mon bébé, je ne savais pas. Il leur a écrit une lettre, 4 pages, sur moi, sur mon intelligence, mon travail acharné et comment je mérite une chance. Le menton de Clara a tremblé. Il a dit que j'étais la personne la plus courageuse qu'il ait jamais rencontrée, après toi. Josie a fermé les yeux. Il pensait chaque mot. Je sais qu'il le pensait. Clara s'est essuyé le visage brutalement avec sa manche. C'est ce qui rend les choses. Je ne sais pas comment, maman. Je ne sais pas comment laisser quelqu'un être gentil avec moi sans attendre que le pire arrive. Moi non plus, mon bébé. Ça demande de la pratique. Est-ce que ça devient plus facile? Ça devient différent. Tu arrêtes d'attendre le pire et tu commences à faire confiance au sol. Clara a ri. Un son humide. Oui, brisé. Magnifique. Ça n'a aucun sens. Ça en aura. Laisse-lui du temps. Caleb est revenu de la grange avec Sam, tous deux poussiéreux, fatigués et parlant de quelque chose impliquant un veau et un poteau de clôture. Ce qui avait apparemment été une aventure. Caleb a vu Clara à la fenêtre, a vu la lettre dans sa main et s'est arrêté. Tu n'étais pas censé la recevoir avant la semaine prochaine, a-t-il dit. Agnes a apporté le courrier en avance. Ah, il a changé de poids, soudainement incertain. Cet homme qui avait affronté des blizzards, des rivières gelées et 4 enfants méfiants sans broncher. Est-ce que ça va que j'ai... Clara est sortie, a descendu les marches et s'est arrêtée devant lui. Elle était presque aussi grande que Josie maintenant, son visage perdant sa rondeur enfantine, devenant le visage de la femme qu'elle serait. Merci, a-t-elle dit. Juste ça, 2 mots. Mais elle les a dit sans armure, sans tranchant, sans l'acuité protectrice qu'elle portait depuis ses 8 ans. Elle les a dit comme une fille les dit à un père en qui elle a confiance. Caleb a hoché la tête une fois, la mâchoire serrée. Tu le mérites, Clara. Tu mérites tout. Je commence à le croire. Bien. Il est temps. Elle est rentrée et Caleb a expiré un souffle qui semblait avoir été retenu pendant des mois. Sam lui a tapé sur l'épaule, comme le font les hommes quand les mots ne suffisent pas, et est rentré après sa sœur. Shelley a dormi pendant tout ce temps, ses têtards tournant lentement dans leur bocal. Josie a tendu la main vers celle de Caleb alors qu'il montait les marches du porche. Il l'a prise et s'est assis à côté d'elle. Et ils ont regardé la dernière lumière s'estomper sur les montagnes, le ciel passant de l'or au rose, puis à un bleu profond et clair. « Tu as écrit à l'école, a dit Josie. Elle le voulait. Elle n'allait jamais le demander parce qu'elle s'occupe de tout le monde depuis ses 8 ans. Et maintenant, quelqu'un s'occupe d'elle. Il a frotté son pouce sur ses jointures. C'est le marché, Josie. C'est tout le marché. On prend soin les uns des autres. Je sais. Elle a posé sa tête sur son épaule. Je t'aime. Je vous aime aussi. Tous. Chacun de vous, têtus, effrayés, extraordinaires. Même les têtards d'Eli. Les têtards s'est poussé un peu. Elle a ri, et le son a traversé le porche et est entré dans la maison chaleureuse, où ses enfants étaient en sécurité, où le pain levait, et où les murs ne contenaient aucun écho de poings ou de mots cruels. Josie Braddock Drummond, 44 ans, grosse et forte, féroce et aimée. Elle était assise sur le porche de la maison qu'elle avait méritée, et elle contemplait une vie qu'on lui avait dit qu'elle ne méritait pas. Elle les avait crues pendant longtemps, cru les excuses de sa mère, les points d'Howard, le venin de Lucille Garrett, et chaque regard de travers et chaque jugement murmuré. Elle avait cru qu'elle était trop et pas assez, trop grande pour la beauté et trop brisée pour l'amour. Mais un blizzard avait fait entrer un homme par sa porte, et elle l'avait regardée tout entière et avait vu quelqu'un qui valait la peine de rester, et elle avait trouvé le courage de se regarder à travers ses yeux, et avait découvert que la femme qui la regardait en retour en avait toujours valu la peine. Pas parce qu'il le lui avait dit, parce qu'il l'avait aidée à se souvenir de ce qu'elle avait toujours su, et qu'elle avait juste été trop abattue pour le croire. Elle était forte, elle était gentille, elle était courageuse comme pas possible, et elle avait toujours été assez.